Alors, je suis Sam Marcel Braun, et je suis né il y a bien longtemps, le 25 août 1927, à Paris, dans le 16e arrondissement. Et j'habite actuellement Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, ça fait bien. Voilà, que vous dire d'autre? Vous êtes issu de quelle famille? Quelle était la profession de votre père? Mon père était négociant. Il est né en Pologne, mon père, et à Nowy Dwór, une ville à une 60aine de kilomètres de Varsovie. Et il est arrivé en France avant la guerre de 14, je ne sais pas quand exactement, mais avant la guerre de 14. Il a fait la guerre de 14 dans les rangs de l'armée française. Et il a été naturalisé, j'ai sa date de naturalisation, en 1920. Maman, elle, est née à Kishinev, en Russie. Et elle est venue en France en 1905, au moment des grands pogroms de Kishinev. Elle s'est arrêtée avec ses parents en France. Et elle a été naturalisée avec mon père en 1920. Elle est arrivée assez jeune en France, en fait, oui, votre mère. Elle était petite, elle est née en 98. Donc elle avait 8 ans, quoi. Mais elle se souvenait quand même que lorsque elle a quitté Kishinev, les Juifs étaient cloués au sol. Ça, à l'époque, vous savez, le sol, c'était soit de la terre, soit des pavés en bois par les Cosaques, lors de pogroms absolument épouvantables qui ont lieu à Kishinev. Et je me souviens dans mes mémoires d'enfant, ce qu'elle me racontait là, avec ces êtres juifs qui étaient plantés comme ça sur le sol, cloués sur le sol, épinglés sur le sol, avec des épées cosaques, au cours de ces pogroms effroyables qui ont lieu à Kishinev. Mon père est né dans un petit village que j'ai vu. Je suis allé dans son petit village il y a 4-5 ans. Oui, il m'est arrivé une histoire d'ailleurs. Et je suis toujours entouré de plein d'histoires. J'ai de la chance. Vous voulez que je vous raconte cette histoire? Je vais en Pologne avec un ami français. Et nous rencontrons là-bas des amis dont un parlait français, polonais. Et je leur dis, j'aimerais aller à Kishinev. Mon père était né à Nowy Dwór, excusez-moi. Nowy Dwór, la petite ville près de Varsovie. Nowy Dwór, ça veut dire la nouvelle ville en polonais. Et j'avais envie d'y aller. Nous arrivons dans une ville, il pleuvait, c'était quelque chose d'horrible. Petite ville, gros bourg, disons, avec des maisons dont les toits étaient en tôle ondulée. C'était quelque chose d'assez rébarbatif. Et déjà, la Pologne l'est pas mal, et là en particulier. Et puis nous demandons, cet ami qui était professeur à l'université de Varsovie, me dit avec un accent merveilleux, me dit, Sam, comment on va faire? Je dis, écoute, tu demandes déjà s'il reste des familles juives. Alors il a demandé aux gens qui étaient là s'il y avait une famille juive. Non, il n'y a plus rien. Y a-t-il une synagogue, ne serait-ce que ça? Non, il n'y a plus rien. Et puis il y a un flic qui passait là et qui lui dit, il reste le cimetière juif. Christophe, cet ami, se tourne vers moi et me dit, Sam, il y a le cimetière, tu veux qu'on y aille? Je dis, bien sûr, on va y aller. Et il se fait expliquer en polonais, il nous l'a traduit ensuite, qu'il fallait continuer la route. On traversait la voie ferrée, on prenait un chemin de terre sur la gauche et on tombait dessus. Et puis le chauffeur s'est trompé. Et juste avant la voie ferrée, il a trouvé un chemin de terre où il y avait des tombes, semblait-il, au fond. Il a pris ce chemin de terre, donc il s'est embourbé parce qu'il pleuvait, c'était l'horreur. Et plus on approchait de ce cimetière qui était peut-être à 200 mètres à peu près de la route, je voyais des croix et j'ai dit à mes amis, c'est pas ça, puisque les Juifs n'avaient pas le droit d'être enterrés dans un cimetière chrétien, donc c'est pas ça. Et nous étions là, et j'ai des photos qui en attestent. Nous étions là, debout, sous la pluie, en train de regarder ce qui n'était pas le cimetière, lorsqu'un jeune traverse la voie ferrée. Mon ami Christophe lui demande en polonais où est le cimetière, et celui-ci montre de l'autre côté de la voie ferrée un tertre d'environ une centaine de mètres de long, à peu près surélevé de 2-3 mètres, sur lequel il n'y avait rien, qui était quasiment labouré, en disant c'est ça le cimetière juif. Et alors que je regardais ce cimetière de façon atterrée, là où étaient enterrés mes ancêtres paternels, j'étais de l'autre côté de la voie ferrée, d'un seul coup passe un train.
Et c'était un train de marchandises avec des wagons à bestiaux, semblables à ceux que j'avais pris lorsque nous sommes allés à Auschwitz. Et j'ai eu une impression terrible. Alors que je regardais ce cimetière de mes ancêtres, j'ai eu l'impression comme ça que par-delà la tombe, par-delà les tombeaux, par-delà sa mort, mon père me disait, ben voilà, maintenant tu as fait le tour. Tu es revenu au point de départ. C'était vraiment très, très angoissant. Et tout à la fois un peu libérateur aussi. En fait, j'ai quand même éclaté en sanglots. Et le train est parti, et puis ensuite on est allé à ce qui était vraiment le cimetière juif, où là il n'y avait plus rien, il y avait une stèle tombée, une seule stèle qui était debout, indéchiffrable, donc on ne pouvait pas savoir. Et c'est là où j'ai pris aussi conscience que les Polonais, là-bas, avaient tué les Juifs une deuxième fois, car ils ont même tué nos morts, puisqu'ils ont complètement laissé les cimetières juifs à l'abandon. Et c'est un peu tuer les morts, cela. Tuer le passé, autrement dit, n'est-ce pas? Voilà l'histoire qui m'est arrivée là-bas. Et je dois dire que quand ce train de wagons à bestiaux est passé comme ça devant mes yeux, me masquant, d'ailleurs, quand il est passé, puisqu'il était plus haut que moi, évidemment, il me masquait la vue que j'avais en regardant ce cimetière. J'ai eu un gros choc. Est-ce que votre mère travaillait? Avec mon père, comme tout homme juif de l'époque. Mon père était commerçant, il l'était, oui. Il avait quoi comme magasin qui Il était dans les vêtements. Il avait une culture énorme qu'il avait acquise seul, mais qui n'était pas rentable, pas une culture qui lui permettait de travailler. Et sitôt qu'il est arrivé en France, je crois qu'il a commencé à travailler comme négociant, on appelait ça à l'époque. Et puis ensuite, il était au village suisse au début, à Paris. Vous savez, le village suisse, à l'époque, appartenait aux Rothschild. Et les Rothschild avaient laissé des emplacements comme ça pour quelques juifs qui étaient des immigrés. Et mon père, donc, avait un magasin, j'ai même quelques photos, ça s'appelait chez Félix, puisque, alors que mon père était né Fével en France, il s'appelait Félix. Ensuite, nous sommes partis à Clermont-Ferrand, mais oui, au début, il était là. Est-ce que vous aviez des frères, des sœurs? Oui. Nous avions 4 enfants. 2 garçons et 2 filles. Ma sœur aînée, mon frère aîné n'ont pas été arrêtés. Ils vivent toujours. Et ils sont en pleine forme. Fort âgés, mais en pleine forme. Ma petite sœur a été arrêtée avec moi. Comment s'appelait-elle? Monique. Et elle était née en quelle année? Je ne sais plus si c'est 1931 ou 32. Vous habitiez dans le 16e arrondissement ou exactement? Non, je suis né dans le 16e arrondissement. Vous êtes né dans le 16e arrondissement? Oui, dans ce qui s'appelait à ce moment-là la rue Théophile-Gautier, qui est devenue l'avenue Théophile-Gautier, à l'angle de la rue... Ah, c'est drôle, il ne m'en souvient plus. Cette rue, Perrichon, je crois. Il y a une rue Perrichon, là, dans ce coin-là. Non? Ils avaient percé. Je me souviens que j'étais jeune, tiens. Oh, c'est drôle que ces choses me reviennent. Cette rue était comme une espèce d'impasse. Et puis, comme ils l'ont percée, ils ont appelé ça la rue Perrichon prolongée pendant un certain temps. Elle existe encore, cette rue, sûrement, non? Je sais pas du tout, ça me dit rien. Elle est à l'angle du 33, avenue Théophile-Gautier. 33, là était la rue dans laquelle j'ai habité. C'est-à-dire tout à côté de ce qui est, par exemple, l'emplacement actuel de la maison de la radio, c'est ça, dans cette derrière, partie. Oui, ça, derrière. Et vous avez donc pas grandi dans le 16e arrondissement? Vous avez déménagé ensuite? Après on est parti 20 boulevard Montparnasse, parce que après j'ai oublié de vous dire qu'après le Champ de Mars, oh, je déraisonne là. Après le village suisse, mon père a monté un magasin énorme, 242-244 rue de Rennes, et je crois que là il a pris le bouillon. C'est, je crois, les raisons pour lesquelles, j'étais tout petit, donc je ne sais pas, les raisons pour lesquelles nous sommes partis à Clermont-Ferrand. Et là, on a habité pas très loin de la rue de Rennes, puisque nous étions au 20 boulevard Montparnasse. Vous aviez une enfance... merveilleuse. Des parents formidables. Mon père, qui était arrivé en France, donc comme tous les immigrants de l'époque, ayant peu de culture,
avait complètement assimilé la culture française. Et il est très, très encyclopédiste. Et il lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il avait une bibliothèque dont j'ai hérité, heureusement. Superbe, qu'il lisait. C'est pas simplement une bibliothèque au maître. Vous savez, souvent, on achète une bibliothèque pour se trouver jeudi, n'est-ce pas? Alors, on achète des séries. Victor Hugo, ça fait 1,50 m. On trouve l'endroit où on peut mettre Victor Hugo. Mon père avait lu ça. Il avait lu tout ça. Je le voyais toujours lire. Et il avait tellement acquis cette culture française que j'ai eu pendant très longtemps l'impression que pour lui, ses ancêtres avaient bâti Versailles. Tellement il était impliqué dans cette culture. Et lorsque on nous a prévenus qu'on allait être arrêtés, on en parlera tout à l'heure peut-être. Mon père n'y croyait pas, parce qu'il se sentait tellement français, profondément français, qu'il disait que, puisque je l'ai souvent entendu dire cela, il disait, nous Français, on ne nous arrêtera jamais. Je suis français, j'ai fait la guerre de 14, j'étais décoré, enfin que sais-je encore. Non, il avait vraiment complètement assimilé cette culture française, oui. Et quel était le rapport de votre famille au judaïsme? Est-ce que le judaïsme était quelque chose de présent ou de... Alors c'est très, très difficile à dire. Mon père était juif, ma mère était juive, mais nous étions complètement agnostiques. Il ne me souvient pas d'être entré une fois dans une synagogue lorsque j'étais enfant. Nous ne faisions aucune fête, nous mangions du porc quand nous en avions envie, et jamais aucune fête n'a ponctué notre vie. Et ça a été un gros problème, cela. Parce que on sait qu'on appartient à une culture que dans la mesure où on a des repères. Ces repères, je ne les avais pas. Là, je vous parle pour moi, je ne sais pas pour mon frère, ma soeur, je n'en sais rien. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand, si on m'avait demandé, avant que je d'être arrêté, j'étais arrêté à 16 ans, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu es, j'aurais dit évidemment que je suis juif, jamais nous ne le cachions. D'ailleurs, c'était marqué en gros sur la carte d'identité, puisque nous sommes allés nous recenser, puisque la loi l'obligeait, tous les 6, les 4 enfants et les parents. Et on nous a mis juifs comme ça sur la carte d'identité, donc je ne le cachais pas. Monsieur m'avait demandé qu'est-ce que c'est qu'être juif. Là, j'aurais pas pu répondre. J'aurais dit, je sais pas. Maintenant, je sais, mais avant, je savais pas. Et de ne pas être élevé, non pas, je suis très anti-religieux parce que je ne crois pas en Dieu et parce que surtout, je trouve qu'on doit mettre sur le compte de la religion tellement d'aberrations, tellement d'obscurantisme, tellement de violence, tellement d'intolérance, quelle que soit la religion, que ça n'est pas du tout ma tasse de thé. Il n'empêche que les rites religieux, les pratiques religieuses permettent de s'identifier à une culture. Et ça, je ne l'ai pas eu du tout. Et je dois vous dire que quand nous parlerons du retour, ça a été un de mes manques énormes. Énorme, bien sûr. Donc si on parle encore de cette avant-guerre, finalement, vous étiez somme toute un enfant parisien qui alliait à l'école communale, vous alliez à l'école communale. J'étais un gars communal, vous pensez bien. Vous étiez bon élève. Mon père, radical socialiste, comment voulez-vous que je ne sois pas à la communale? Ah, il était radical socialiste, votre père? Oui, bien sûr. Mon père était radical socialiste à l'époque. Il aimait beaucoup la politique, il avait une connaissance politique très, très... très grande. Est-ce que ça veut dire que vous vous souvenez justement des échos de la vie politique française, par exemple, à la maison, de 36 ou de 34 avant de... Non, pardonnez-moi. Oh là là, mon Dieu. Non, je ne m'en souviens pas pour une raison très simple. Il faut placer ça dans le contexte de l'époque. Les gamins de 16 ans, on était un peu cons, il faut bien le dire. On était au courant de rien. Et avant, bien sûr, encore moins. Lorsque les parents parlaient politique, ils ne parlaient jamais devant les enfants. Parce que les parents estimaient, à tort bien évidemment, que les enfants n'étaient pas simples à comprendre et que ce n'était pas à des enfants qu'on parlait des problèmes politiques qui étaient l'apanage des adultes. Ce qui fait que lorsque mes parents parlaient politique, eh bien, et que nous entrions dans une pièce, ils arrêtaient de parler.
Là, on parlait par exemple, bon, effectivement, de 36, enfin de la politique, de la vie politique française. Mais en ce qui concerne quand même au cours des années 30, et vous étiez très jeune évidemment, par exemple, je parle même pas de l'accession de Hitler au pouvoir ou des exactions commises, bien sûr. Mais par exemple, Munich, est-ce que vous vous souvenez justement en tant qu'enfant d'avoir perçu cette montée des périls, qu'il y avait une inquiétude particulière dans votre famille? Non. Du tout. Ah non, non, du tout. Du tout. Mon père, sûrement. Il était suffisamment intelligent pour percevoir ça. Il était même fort intelligent. Mais moi, personnellement, j'étais si petit, non. Je faisais du scoutisme, je m'intéressais au scoutisme. Quand j'étais arrêté, j'étais en première de lycée, je m'intéressais uniquement à mes études et à mes copains. Il y avait que ça qui m'intéressait. Et donc, non, non, pas du tout. Et vous étiez quoi comme genre d'enfant? Enfin, vous étiez un enfant quoi, introverti, non, pas du dynamique? tout. Je n'étais pas introverti. Je crois que j'étais un enfant tout ce qui est plus banal. Je n'étais pas un excellent élève, je n'étais pas un mauvais élève non plus. J'étais dans la bonne moyenne. Je n'étais pas chahuteur. Non, je ne me souviens pas d'avoir été un enfant rebelle. Non. Mon père était très sévère, mais si j'avais été rebelle, il m'aurait probablement maté, si j'ose dire. Je pense. Mais non, je n'étais pas comme ça. J'étais un enfant plus normal. J'étais un enfant banal, autrement dit. Passé une vie banale, quoi. Et puis, ça a été d'autant plus dur, l'arrestation, justement. Et que c'était qu'en déphasage total avec ce que j'étais. Vous êtes donc parti à Clermont-Ferrand avec votre famille en 38 pour des raisons économiques, 38, plutôt? Fin 37, début 38, quelque chose comme ça. Donc pour des raisons économiques, en fait? Je pense que c'est pour cela, que c'était la seule raison qui a fait que mon père, qui a monté une affaire à Clermont-Ferrand, nous a amenés avec lui là-bas, quoi. Alors quel souvenir avez-vous de la déclaration de la guerre? Est-ce que votre père, il était peut-être un petit peu âgé pour être mobilisé? Mon père n'a pas été mobilisé, oui. Il me souvient surtout, nous étions en vacances. Enfin, vous voyez comme quoi les enfants étaient protégés, même à l'époque. On était à Rion-Ès-Montagne, qui est en plein Cantal. Et c'était au moment où il y a eu tous ces réfugiés qui revenaient d'Espagne. Je me souviens de tous ces réfugiés qui sont passés à Rion. Et puis, c'est à peu près tout. Puis j'ai appris que la guerre avait été déclarée. Évidemment, je ne savais pas ce que c'était une guerre. Pour moi, c'était même pas angoissant, à la limite, vous voyez, puisque j'ai eu une vie très, très maternée. Mes parents m'ont énormément protégé. Ma mère était très, très attentionnée. Et mes frères et sœurs, enfin mon frère et ma sœur, qui vivent toujours, me disent parfois que j'étais dans les jupons de ma mère tout le temps. Et je crois que c'était un peu vrai aussi. Donc non, j'étais tout à fait coconné, quoi. Et j'ai su bien sûr qu'il y avait la guerre. Je n'ai pas connu l'Exode, puisqu'à Clermont-Ferrand, il n'y a pas eu d'Exode. Mais vous voyez quand même les réfugiés arriver, non? Je ne me souviens pas d'avoir vu à Clermont-Ferrand des réfugiés arriver. Je ne m'en souviens pas. Sûrement, puisque la faculté de médecine s'est remplie là-bas. Donc, il y a eu des réfugiés, mais je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas en témoigner, je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez un souvenir aussi de ces journées qui ont marqué justement la déclaration du maréchal Pétain demandant l'armistice pour un patriote? Je me souviens, si vous voulez, surtout de mon père penché sur la TSF, comme on disait à l'époque. Je me souviens il était atterré de voir les armées françaises en déroute aussi vite. Ça, je m'en souviens. Je ne peux pas vous dire que j'en avais une conscience totale, compte tenu que j'avais 13 ans, et que 13 ans de l'époque, on était cons, vous savez, à cet âge-là. On savait rien. Mais je me souviens au moins du sentiment que semblait exprimer mon père quand il écoutait la radio. C'est tout ce que je puis dire. Et puis je me souviens des déclarations du vieillard, oui, et de ce qu'il nous donnait dans le lycée, dans la cour, des petites tablettes vitaminées qui étaient dégueulasses, après que nous ayons chanté Maréchal nous voilà. Enfin, fait semblant quant à moi.
Non pas que j'étais rebelle, non pas que j'étais résistant, c'était très joli de le dire, n'est-ce pas? Moi j'ai résisté, j'ai pas chanté Maréchal nous voilà, mais ça me restait au travers de la gorge. Non, j'ai jamais pu faire ça. Oui, je me souviens de ça, oui. Donc, est-ce que vous vous souvenez des étapes finalement, donc parce que vous allez au lycée, vous avez une vie assez normale, mais interviennent, on est en zone sud, donc il n'y a pas encore jusqu'en 42 de présence allemande. Oui. En revanche, est-ce que vous vous souvenez de la scansion des grandes dates finalement, que ce soit le statut des Juifs assez rapidement, que ce soit ensuite le recensement? Absolument. Le recensement, je m'en souviens, puisque ça m'a beaucoup étonné la fois où il a fallu que nous allions au commissariat de police tous les 6 et 4 enfants avec les parents. Oui, ça je m'en souviens. Je me souviens le jour où il a fallu que j'aie une carte d'identité et qu'il fallait que j'ai toujours cette carte d'identité sur moi. Ça je m'en souviens. Vous dire que j'ai pris conscience alors, à l'époque du statut des Juifs, non, ce serait trop dire. Non, je n'avais pas du tout cette conscience-là. Non, je me souviens d'un dérationnement. On mangeait pas quand même tout à fait un petit peu faim avec la Montferrand quand même, dans les premiers temps. Mais votre père avait son magasin, par exemple, oui. Qu'il a continué à... Jusqu'au moment où il y a eu un administrateur qui a été nommé. L'administrateur a été nommé quand? Je ne sais pas. D'accord. 42 peut-être. Je peux pas. Est-ce que vous avez senti comme ça? Est-ce que on sent qu'au début, finalement, c'est pris sur le mode, pas de l'insouciance, mais enfin de la jeunesse, tout simplement. Oui. Un petit peu ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, je parle avant même votre arrestation, où il y a quand même la crainte, la peur qui commence à s'installer, un sentiment de précarité, en tout cas? Du moins me concernant, non, pas du tout. Je ne l'avais pas, mais je ne l'avais pas grâce aux parents, qui nous protégeaient complètement et qui, par ce maternage, entre guillemets, qu'ils avaient vis-à-vis de moi, et je pense vis-à-vis de 3 autres enfants aussi, nous ont complètement protégés, isolés de cette vie incompréhensible, déjà pour les adultes, et donc d'autant plus pour les enfants. Et puis, non, vraiment, je ne peux pas, parce que ce serait malhonnête, je ne peux pas maintenant vous dire ce que j'ai lu après, n'est-ce pas? Ce serait faux, et je me garderais bien de ça, donc... Non, ça, je ne me souviens pas de ça. Vous aviez des copains de lycée, des copains... Plein, je n'ai jamais souffert d'antisémitisme, tout le monde savait que j'étais juif. Ça posait pas de problème, enfin. Du moins autour de moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'ai appris que j'étais juif le jour où on m'a arrêté, vraiment, en fait. C'est surtout là, n'est-ce pas? Comme dit Sartre, on est souvent juif dans le regard de l'autre, et ça, j'étais devenu juif dans le regard de l'autre le jour où on m'a arrêté, mais avant, pas du tout. Alors, quand avez-vous été arrêté, comment s'est passée cette arrestation? Alors, 3 jours avant, un ami de ma sœur aînée, qui vit toujours, un monsieur de plus de 90 ans, nous a prévenus, car un de ses amis jouait le double jeu, il était à la milice et dans la résistance, l'a prévenu en lui disant « Tu connais la famille Braun, on va aller l'arrêter ». Et mon père ne l'a pas cru. Alors ça, je m'en souviens très très bien. Mon père ne l'a pas cru, en disant « Mais non, c'est pas possible, moi je suis français ». Alors quand même, pour faire plaisir à ma mère, je crois, nous sommes allés coucher chez une amie de ma mère le soir, mais c'était complètement dérisoire, parce que on couchait chez l'amie de ma mère, et la journée, moi j'allais au lycée, et mon père allait à son magasin, donc voilà, c'est une façon de se cacher qui était quand même pas très rassurante pour ceux qui pouvaient en avoir conscience. Et je me souviens, on a dû passer, je sais pas, 3 nuits peut-être chez cette femme. Et au bout de 3 nuits, mon père a dit, voyez bien que j'avais raison, n'est-ce pas? Et puis nous sommes revenus à l'appartement. On habitait rue de la Tour de Vergne à Clermont-Ferrand, juste en face de la préfecture. Et le lendemain matin, 6h30, ça a sonné à la porte. Et il y avait une horde de 7 ou 8 types français, des miliciens, avec des grands manteaux en cuir, comme ça, qui sont venus arrêter mon père, uniquement mon père, et ils avaient comme ordre de n'arrêter que mon père. Et comme ils ont vu qu'il y avait dans la maison ma mère, ma petite sœur, moi, qui avait donc 16 ans, ma petite sœur avait 10 ans et demi à l'époque, et ma grand-mère, qui était gravataire, qui ne pouvait pas se lever de son lit, ils ont décidé, alors qu'ils n'en avaient pas ordre du tout, le chef
le chef, a décidé d'embarquer, c'est le mot qu'il a utilisé, d'embarquer tout le monde. Je me souviens plus du tout de son visage, mais sa voix, je l'ai encore dans la tête. Avec une voix métallique, comme ça, épouvantable. Embarquer, on va embarquer tout le monde. Et ils ont embarqué mon père, ma mère, ma petite sœur et moi. Ils ont simplement laissé ma grand-mère seule. Et quand j'ai appris en revenant, quelques bien longs mois après, elle y était morte seule dans l'appartement, sans médecin ni médicaments, puisqu'ils avaient mis les scellés et que personne ne pouvait entrer dans l'appartement. Voilà. On a été amenés au 92e régiment d'infanterie, qui était une caserne à Clermont-Ferrand, qui servait à ce moment-là de prison. On a dû rester je ne sais combien de temps, mais tout ça est très intemporel, je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire très intemporel? Je suis incapable, en dehors de ma date d'arrestation, 12 novembre 1943, en dehors de ma date de départ à Auschwitz, le 7 décembre 1943, et le 10 décembre, nous arrivions à la gare d'Auschwitz, à Birkenau. Je suis incapable de situer les événements dans le temps. Tout ça se bouscule au portillon. Lorsqu'il m'arrive d'évoquer certaines scènes, certains événements, scènes, vous voyez, ça prouve le recul que j'ai maintenant avec ce passé-là, puisque c'est presque une scène de théâtre, dramatique, mais une scène de théâtre. Je suis incapable de dire que tel événement a eu lieu avant tel autre. Je ne peux pas. Je sais que tel événement a eu lieu l'hiver ou l'été, puisque l'hiver faisait très très froid là-bas et l'été faisait très chaud, c'est un climat très continental. Je suis incapable de dire que tel événement a eu lieu avant tel autre. Je n'en sais rien. Et je pense que c'est un très caractériel, puisque même maintenant, lorsque j'évoque l'âge de mes enfants, je suis obligé de faire un calcul. Ça ne vient jamais spontanément pour le savoir. Le temps est une des notions philosophiques qui m'a toujours passionné. Qu'est-ce que le temps? Enfin, c'est pas la raison pour laquelle vous m'interviewez aujourd'hui, chère madame. Non, mais je pense que ça a quand même beaucoup à voir avec... Enfin, c'est intéressant, ceci dit, que dans le récit que vous faites, justement, il y a ce moment où le temps s'abolit, en quelque sorte. Oui, le temps s'abolit. Le temps n'est rien. Le temps ne veut rien dire. On a tous un temps relatif. Je ne crois pas au temps objectif. Je crois que les montres font un tic-tac qui jalonne comme ça par son bruit l'écoulement de la vie, mais le temps, c'est autre chose que la montre. Le temps, c'est le moment des sensations, c'est le moment des événements, c'est la façon avec laquelle on les perçoit. Il y a des minutes qui paraissent des éternités, il y a des semaines qui ne sont qu'une seconde. Et c'est en fait cette subjectivité du temps qui me passionne. Et qui me passionne philosophiquement, bien sûr. Et là-bas, c'était une vérité, pour moi, puisque je n'ai jamais pu mettre le temps en équation là-bas. Jamais. Le temps n'existait pas là-bas. Et je crois vraiment qu'il n'existait pas. Nous mangions tous les jours la même chose, nous faisions tous les jours la même chose. Il y avait comme une espèce de répétition ponctuelle qui faisait que le temps n'était jamais modifié, puisque ce qui vous permet de dire que telle et telle chose s'est passée à tel ou tel moment, c'est que la seconde d'avant, cette chose n'existait pas, n'est-ce pas? Et là-bas, c'était toujours pareil. Et je crois que cette façon de déshumanisation, comme nous avons connu là-bas, était aussi une façon de déshumaniser la notion du temps, cette sensation du temps, cette, je dirais presque plénitude du moment, c'est presque ça, oui. Et cette notion-là, je l'ai, je crois, eue tout le temps à l'âge adulte, et peut-être qu'elle me vient de là-bas. Là, on anticipe un tout petit peu, on reviendra ensuite sur ce mois de novembre 1943, mais juste pour parler de ce temps et de ce temps du camp,
il y a pourtant les saisons, et les saisons, elles sont importantes, elles ont une importance vitale, c'est-à-dire on sait quand il va faire froid que c'est important parce que c'est tenir. Je veux dire qu'il y a aussi le temps de la nature et qui est un temps important pour vous en termes de survie. Donc c'est ça aussi qui m'étonne dans ce que vous... Enfin, non, je n'appellerais pas ça un temps, si vous me permettez, je appellerais ça plutôt un rythme. Je crois que la nature a un rythme et que ce rythme a un temps différent. Les hivers étaient beaucoup plus longs, croyez-moi, que les printemps. Qu'une minute d'hiver durait un siècle, alors qu'une heure de printemps durait une seconde. Et si la nature a le rythme, puisqu'elle est ponctuée et par la vie et par la mort et la renaissance du printemps, qui fait qu'elle ne s'épuise jamais, puisqu'elle renaît tout le temps, du moins tant que les hommes n'auront pas la connerie de tuer cette nature, ce rythme-là n'a que faire du temps. Le temps, c'est autre chose. Le temps, c'est la perception subjective du moment. Oui, mais on peut se dire que, par exemple, attendre l'arrivée du printemps, c'est malgré tout être dans une forme de temporalité, c'est-à-dire être dans une forme de prévision, d'anticipation, d'espérer que soit l'hiver ne va pas arriver, soit que le printemps va arriver. Donc c'est effectivement la saison a des rythmes, mais enfin peut-être que non, peut-être avez-vous raison, mais non, mais comme moi je le perçois, oui. Je perçois davantage que la nature a un rythme et que on passe son temps à attendre le rythme suivant et que le temps que l'on passe à attendre ce rythme est différent d'un moment à un autre et que le temps n'a jamais la même valeur. Si on revient à novembre 1943, votre sœur et votre frère aîné n'étaient pas avec vous. Pas là. Ils étaient où? Ma sœur était pas très loin de la maison où nous étions et devait venir le matin. Elle était, je crois, chez une amie, mais je n'en suis pas sûr. Et là, nous avions avec nous une petite bonne, on appelait ça comme ça, n'est-ce pas, maintenant. À l'époque, ce qui est maintenant devenu des employés de maison, on appelait ça des bonnes. Et c'était une femme qui m'avait quasiment vu naître, et que j'aimais beaucoup, et qui me le rendait bien, mais qui n'était pas juive. Et comme elle n'était pas juive, elle n'a pas été arrêtée. Et elle a eu un courage fou, parce que elle est descendue sur le trottoir, et elle faisait les 100 pas, comme ça, sur le trottoir, alors que nous étions arrêtés. Je l'ai appris après, évidemment. Elle savait que ma sœur devait venir, et quand ma sœur est arrivée, elle l'a fait comme ça, de loin. Ma sœur a compris, elle est partie. Comme quoi, vous voyez, les êtres humains peuvent être formidables. Il n'y a pas que des bourreaux sur Terre. Il y a aussi des gens merveilleux. Et votre frère également a échappé? Non. Mon frère, à ce moment-là, était dans les Alpes. Il faisait ce qu'on appelait, à l'époque, les chantiers de jeunesse. C'est ça. Il était dans les chantiers de jeunesse. Et il était pris là-dedans, je ne sais pas comment ça s'est fait. Ce que je sais, c'est que on ne savait pas qu'il était juif, là-bas. Je pense que sous la douche, il devait se cacher, je pense. Pour qu'on ne sache pas qu'il était juif. Mais en fait, j'aurais dit, voilà, on ne savait pas qu'il était juif. Novembre 1943, donc vous êtes avec vos parents et votre jeune sœur. Pour quelqu'un qui était la semaine d'avant au lycée, qui était un gamin, quoi. La veille, j'étais au lycée. La veille. Oui. Vous êtes projeté avant même d'arriver à Drancy, enfin dès votre incarcération à Clermont-Ferrand, j'imagine, dans le monde des hors-la-loi, enfin dans le monde des... Enfin, vous êtes devenu une sorte de hors-la-loi. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage-là, de ce moment-là? Oui, bien sûr. Oui. Je ne comprenais pas très bien ce qui m'arrivait, je vais vous dire. Je ne comprenais pas très bien. Je savais que nous étions juifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne savais pas ce que ça voulait dire qu'être juif. Et je devenais juif dans le regard de l'autre, puisque l'autre venait m'arrêter en tant que juif. Et ça, c'était difficile d'un seul coup se trouver dans un milieu qui n'était plus un milieu humain. Il me souvient que dans cette prison à laquelle nous étions, qui était une grande salle, j'ai connu d'ailleurs la première fausse de ma vie. Quand on est jeune, on a parfois des petites peurs le soir, on appelle sa maman, pour qu'elle vienne nous caresser le dos et nous raconter une histoire, on nous fait un petit bisou. Mais c'est pas ça la peur, ça c'est rien. Ma trouille énorme, je l'ai connue là-bas, dans cette prison,
où j'ai commencé à avoir très très peur parce que nous étions pas seuls, il y avait avec nous des résistants. Et quand ils étaient appelés en interrogatoire, ils revenaient en sang. Et mon père était appelé aussi en interrogatoire parfois, et chaque fois je me disais, comment vont-ils me rendre mon père? Heureusement, heureusement, il n'a jamais été torturé. D'ailleurs, je crois qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Autre, oui, je suis juif, quoi. Je ne crois pas que mon père était résistant, du moins je n'en sais rien. J'en ai aucun témoignage, et aucune preuve, je ne sais pas. Enfin, il y avait que ça à dire, n'est-ce pas? Donc il n'a pas été torturé. Et si vous me permettez, je voudrais évoquer, parce que je le fais dans les écoles, toujours un homme que j'ai connu là-bas dans cette prison, avec nous, qui était un gars du Nord et qui m'a énormément choqué au sens de l'affectivité. Il avait les deux mains attachées dans le dos avec des menottes dont les bracelets étaient trop serrés et le sang perlait à chacun de ses poignets. Et il était appelé en interrogatoire. Chaque fois, il revenait en sang. C'était un grand type, du moins dans mes mémoires, assez grand. Je me souviens de son accent très du Nord. C'était maman qui essayait de lui donner à manger, parce qu'il ne pouvait pas manger tout seul, ayant les deux mains dans le dos. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est pourquoi j'aime évoquer son souvenir, puisqu'ils l'ont tué après, c'est qu'entre deux bouchées, il chantait les berceuses. Alors quand vous êtes dans un milieu carcéral aussi inhabituel que celui-là, et que vous voyez un type en sang qui devait souffrir 1000 morts, et qui chantait des berceuses, ça vous prend aux tripes. Et voilà quoi. Pardon. Et on est resté quelques temps là-bas, dans cette prison, je ne sais pas combien de temps. 15 jours peut-être, je ne sais pas. Et puis après, on est parti. Et là, j'ai connu la connerie. La connerie qui fait mal, la connerie qui blesse. La connerie dont il faut se méfier tout le temps dans les rapports humains. On était tous les quatre, on a pris un train tous les quatre, avec 2 gendarmes français. Et on faisait Clermont-Ferrand-Paris pour venir à Drancy. C'était un train de voyageurs normal. Voyageur normal, dans un compartiment normal. Et les 2 gendarmes nous gardaient normalement. Et lorsque mon père essayait de leur parler, ils ne répondaient pas. Et moi, j'étais tout petit, à 15 ans, 16 ans j'avais. Et je regardais ça, j'étais étonné. Et je disais, mais pourquoi ils ne répondent pas à mon père? Qu'est-ce qu'il leur a fait, mon père? Pourquoi ils ne répondent pas à mon père? Il n'était pas agressif, il n'était pas méchant, il n'était rien. Il essayait d'entretenir avec eux comme une espèce de dialogue. Et ces 2 connards restaient sans répondre. Je les voyais même manger leur sandwich. Je ne leur en veux pas de manger un sandwich, j'avais faim. Ils avaient bien raison, mais au moins qu'ils parlent. Et là, j'ai touché la connerie. Vous voyez cette connerie qui fait mal. Et c'était le début de la déshumanisation. À un certain moment, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Alors j'ai demandé à monsieur, est-ce que j'ai le droit d'aller aux toilettes? Il m'a dit oui, il m'a accompagné, un des 2 m'a accompagné. Et il a mis son pied dans la porte pour éviter que je ferme la porte des water de ce train, comme si j'allais foutre le camp dans le petit trou des toilettes. Vous voyez la connerie jusqu'où elle va parfois. Et cette connerie-là, je l'ai touchée du doigt, là, pour la première fois de ma vie. Mais cette connerie épouvantable, parce que c'est la connerie qui fait mal, c'est la connerie qui blesse, c'est la connerie qui déshumanise l'autre. Et ça a été très très pénible. Très pénible. D'autant qu'à l'époque, Clermont-Ferrand-Paris, on mettait 9 heures. Pour faire Clermont-Ferrand-Paris, c'était pas les TGV. Et ça a été 9 heures pénibles. Est-ce que vous vous souvenez de... Moi, je vous arrête, on va changer. Vous êtes donc arrivé à Drancy. Et là, à Drancy, finalement, pour la première fois, vous étiez... Enfin, c'était un camp, c'est-à-dire il y avait d'autres juifs, vous étiez lié à une collectivité. Enfin, comment s'est passé ce... Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas très bien. On est resté très peu de jours à Drancy, on a dû rester quelques jours seulement. Je ne me souviens pas du tout.
Drancy, pour moi, si j'essaye d'évoquer ce passage, c'est des immeubles de 4 étages, maman et ma petite sœur couchaient dans l'un des 2 premiers, je ne sais pas lequel, mon père et moi dans les 2 autres. À quel escalier étions-nous, je ne m'en souviens pas. Un de ceux que, lorsqu'on entre, sont sur la droite, mais quel numéro, je ne m'en rappelle pas. Je me souviens simplement que nous étions gardés par des gendarmes français, dont je voyais passer les képis au-dessus de la palissade qui fermait ce grand U que représente Drancy. C'est à peu près tout. Je m'en souviens pas très bien. Mes parents essayaient de nous amuser, ma petite sœur et moi, on était dans la cour où il n'y avait pas le petit terre-plein qu'il y a maintenant. C'était une cour en terre battue, je crois. Non, je ne peux pas vous dire que je puisse témoigner pour Drancy, je ne sais pas du tout. Mais c'est quand vous dites que vos parents essayaient de vous amuser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire essayer de nous distraire, ma petite sœur et moi. Vous vous souvenez de quelle manière? Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais que même dans le train, quand nous sommes partis, ils essayaient. Mais je ne sais plus ce qu'ils nous faisaient faire pour nous distraire. Vous ne perceviez pas l'inquiétude chez eux? Du tout. Ils nous ont toujours caché tout ça. Toujours. Est-ce qu'à Drancy, bien que vous y soyez resté extrêmement peu de temps, vous avez rencontré des gens, vous avez... Pas du tout. Aucun souvenir vraiment de Drancy qui mérite témoignage. Non, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas? Est-ce que vous vous souvenez par exemple du moment où on a annoncé le transport? Oui, puis ça, oui. Je ne me souviens pas comment on l'a annoncé, par contre, ça, je ne me rappelle plus du tout. Ce que je sais, c'est qu'on était dans ce transport-là, n'est-ce pas, qui est parti le 7 décembre, le convoi numéro 64. Mais comment ça a été annoncé? Est-ce que ça a été annoncé par haut-parleur? Comment? Je ne sais absolument pas. Vous avez pris des bus jusqu'à la gare? Je me souviens des autobus, oui. Bondés, avec des gens qui commençaient à pleurer dans ces autobus-là. Je me souviens de la brutalité des gens qui nous avaient monté dans ces wagons, de l'exiguïté de ces wagons, puisque c'était, comme vous le savez, les wagons à bestiaux, qui avaient très peu de lumière, puisque les fenêtres étaient simplement de petites ouvertures, une de chaque côté, presque aussi fines qu'une meurtrière, on peut presque dire. Je me souviens de tout ça. Je me souviens qu'au début, on ne pouvait que se tenir debout dans le wagon, parce qu'il n'y avait pas de place. On était serrés, on était une centaine probablement, dans ces petits wagons-là. C'est à peu près tout ce dont je me souviens de la gare de Bobigny. Vous étiez tous les 4 ensemble dans les wagons? Oui, absolument. Vous étiez habillés comment? Enfin, est-ce que vous vous souvenez, par exemple, vous avez des culottes courtes, un pantalon? Non, j'avais un pantalon de golf. À l'époque, ça s'appelait comme ça, qui était resserré un peu au-dessus des chevilles, vous savez, qui bouffait comme ça. C'était la mode à l'époque. C'est tout. Qu'est-ce que j'avais au-dessus? Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas du tout. Vous étiez comment physiquement à l'époque? Vous aviez 16 ans? Je n'étais pas très grand. J'étais assez costaud, en ce sens que je n'étais pas gras comme je le suis maintenant, mais j'étais un peu solide, quoi. Oui. Je n'ai pas de lunettes, non. Ça, c'est venu après. C'est à peu près tout ce dont je me souviens de moi étant petit. Oui, c'est à peu près tout. Bon. J'étais très raisonnable, très sage. Et donc, c'est tout ce dont je me rappelle. Je devais avoir un manteau, probablement, aussi. Je pense, puisqu'on était en novembre, il faisait froid, je pense qu'ils nous ont laissé prendre un manteau. Enfin, je pense, je n'en sais rien, je ne me rappelle plus. Comment s'est déroulé le voyage? Pas bien. Ce sens que dans ce wagon-là, où on était serrés les uns contre les autres, où ça sentait très mauvais, parce qu'il y avait une tinette, vous savez, pour faire nos besoins. Et c'est vite plein, une tinette, quand il y a 100 personnes. Et que le train, en plus, les rails de l'époque bougeaient beaucoup. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais enfin, vous imaginez qu'il y avait presque autant dehors que dedans. C'était effroyable. Je me souviens du moment où il a fallu que je fasse mes besoins dans cette tinette-là.
Maman a essayé de me protéger comme ça pour éviter que les autres me voient. Et cette honte énorme que j'ai eue là, ce sentiment de déshumanisation a aussi commencé là, n'est-ce pas? C'était tout ça de propos délibérés de leur part. Il y a eu pas mal de morts dans ce wagon-là. Et les morts, on les empilait le long des parois du wagon. Et on a pu s'asseoir, on a même pu s'allonger. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de morts. Ce qui m'a fait un drôle d'effet parce que, à l'époque, du moins dans ma famille, les morts étaient sacralisés, on ne montrait pas la mort. Et je n'ai jamais vu mon grand-père mourir. Moi, je savais qu'il était mort, mais je n'ai jamais vu mort. Donc il y avait comme une espèce de barrière entre la vie et la mort. Et le moment où la mort arrivait était au plus douté pour les enfants. Et donc ces premiers morts, je les ai vus là. Ça fait un drôle d'effet de voir des gens qui respirent et qui gênent parce qu'ils avaient mal sûrement, ou qu'ils étaient trop vieux et qui d'un seul coup arrêtent de respirer et qui deviennent des pantins. Ça fait un curieux effet quand on n'est pas accoutumé à la mort. Après on s'y fait. J'en ai vu tellement après que la mort est devenue une compagne, mais la première fois, c'est dans ce train-là, elle n'était pas encore une de mes amies. Est-ce que vous aviez une conscience, évidemment, ces meurtrières, ces lucarnes étaient, j'imagine, une denrée rare et difficilement accessible. Est-ce que malgré tout, vous aviez une conscience du parcours géographique du train? Mon père, oui, sûrement. Moi, non, pas du tout. D'abord, avait simplement conscience de la géographie, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne m'en souviens pas. Mais je voyais mon père quand même. Je voyais que sur son visage, quand on a quitté les gares dans lesquelles nous passions, et qu'il y avait des noms français pour ensuite emprunter d'autres gares, ou passer devant d'autres gares, dont le nom était allemand, et puis ensuite polonais. Je pense que mon père, lui, a pris conscience de ça, à ce moment-là. Mais souvent, les enfants me demandent, quand vous étiez dans ce train-là, est-ce que vous n'aviez pas conscience de ce qui allait se passer? Et je leur réponds en disant non, bien sûr que non. Enfin, du moins, moi, je n'avais pas conscience. Mon père, je ne sais pas. Enfin, il ne nous l'a pas communiqué, en tout cas. Mais moi, en tout cas, non, parce que c'était tellement, pour utiliser un mot moderne, inconceptualisable. Comment pouvait-on imaginer qu'on puisse tuer des gens uniquement pour ce qu'ils sont, plutôt que pour ce qu'ils font, que c'était pas une chose possible dans la logique, n'est-ce pas? Je suis sûr, du moins j'espère, que mon père, jusqu'à la chambre à gaz, ne l'imaginait pas non plus. Et j'espère que lorsqu'il a fallu rentrer dans cette pièce-là, qui, au lieu de l'eau salvatrice, envoyait de ce Zyklon B, j'espère que lui non plus ne savait pas ce qui allait arriver jusqu'au dernier moment. Et ça, évidemment, je ne le saurai jamais, mais j'espère ça de tout mon cœur. Non, c'était pas croyable. Vous savez, seuls étaient au courant ceux qui étaient proches des dirigeants de l'époque. Mon père ne l'était pas, et moi encore moins, bien évidemment. Non, on ne pouvait pas imaginer ça. Est-ce que dans ce train, vous vous souvenez de gens, de personnes, d'événements Pas du tout. Je vais vous dire que il y a une raison très claire, très particulière, qui m'a ensuite entraîné dans tout mon séjour à Auschwitz. C'est que je crois que ça a commencé à peu près au niveau du train. J'ai été schizophrène. Pas un schizophrène pathologique, bien évidemment, mais un schizophrène de défense. C'est-à-dire que je m'enfuyais, je m'évadais par le rêve et l'imaginaire. Et dès ce moment-là, je suis actuellement encore très imaginatif aussi, mais
Mais là, à ce moment-là, je crois que ça a commencé dans le train, je me suis enfermé dans cet imaginaire. Ce qui fait que ces 3 jours et 3 nuits dans le train, qui ont été objectivement 3 jours et 3 nuits effroyables, l'ont été pour moi peut-être moins que pour d'autres, puisque j'arrivais à m'isoler de la réalité pour rentrer dans une autre réalité qui était la réalité de mon imaginaire. Mais cet imaginaire, il était peuplé de quoi? Vous vous souvenez? De plein d'histoires que je me racontais. C'était quoi les histoires que vous racontiez? Très variables, c'était toujours des histoires différentes. À partir du moment où on se raconte une histoire, on se raconte des histoires et on invente une histoire, au sein de laquelle on est le héros, bien évidemment, n'est-ce pas? À moins d'être maso, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. J'étais toujours le héros de cette histoire et c'était toujours... j'étais avec mes copains, je faisais du scoutisme. J'étais toujours avec mes copains éclaireurs ou mes copains de lycée. Enfin, je me racontais plein d'histoires. C'était toujours des épisodes absolument oniriques au sein desquels j'étais le centre, bien sûr, puisque ces épisodes-là, je les inventais pour m'évader de cette réalité dans laquelle j'étais. Ça a duré pendant tout mon temps de déportation, ça. Est-ce qu'il y avait des scénarios récurrents, des personnages récurrents? Sûr. Mais pas dans le train. Dans le train, je ne peux pas vous dire, mais plus tard, oui. Puisque plus tard, quand j'avais faim, j'arrivais à imaginer que je mangeais 2 choses. Soit du hachis parmentier, c'était toujours la même chose. Du hachis parmentier parce que ma mère faisait un hachis parmentier de rêve, qu'aucune de mes épouses n'a réussi à faire, et aucune ne réussira jamais. D'abord parce que c'était un hachis parmentier véritablement magnifique, qui était celui de maman, et ensuite parce que c'était un hachis parmentier de rêve, d'imaginaire, et qu'on n'atteint pas l'imaginaire dans la réalité. Et que, partant de là, c'était tellement fort et incroyable, ce que je vais vous dire, c'est que je sentais l'odeur de ce hachis parmentier. Je me voyais le manger. Je me voyais le déglutir presque. Et ça soulageait ma faim, parce que j'avais très faim. Et la deuxième imaginaire récurrent, c'était toujours la nourriture, évidemment, ça tournait toujours autour de ça. C'était la nourriture, et c'était plus du hachis parmentier, mais c'était du café au lait pain beurre. Parce que, à l'époque, c'est comme ça qu'on était nourris. Les Américains n'avaient pas encore envahi l'Europe avec leur Coca-Cola, leur Schweppes et toutes leurs saloperies. Ce qui fait qu'on mangeait du café au lait pain beurre. Et je m'imaginais, en imaginaire, tout ça en imaginaire diurne, pas nocturne, éveillé bien sûr, je m'imaginais couper un pain comme celui d'avant-guerre, et j'entendais le bruit presque que faisait la croûte lorsque je le coupais. Je mettais du beurre comme ça, et pas mal de beurre, je aimais ça. Et puis, comme il ne faut pas parce que c'est mal élevé, paraît-il, je trempais ce pain comme ça dans le café au lait, je mangeais ça, je me délectais. Et ça soulageait ma faim aussi. Vous voyez comme quoi la force de l'imaginaire est une force absolument extraordinaire. Ça, c'était presque tout le temps, voire tous les jours. Et je renouvelais ce rêve, je renouvelais cet imaginaire-là, puisque je savais que c'était mon évasion et que par cet imaginaire, je pouvais partir de la réalité du camp pour rentrer dans une autre réalité qui était la mienne. Et c'était tout à fait formidable au niveau nourriture. Et par ailleurs, alors, et ça, c'est, je pense, l'affectivité que j'avais vis-à-vis de ma mère, très rapidement, et c'est curieux ça, très rapidement, je m'imaginais comme ça quand j'étais autre que dans un rêve alimentaire, on peut dire, n'est-ce pas? J'imaginais que j'étais avec une femme que j'aimais parce que j'ai toujours eu besoin de cette affectivité que représentait ma mère lorsque j'étais plus jeune et que après d'autres femmes ont peuplé cet imaginaire-là.
Et je me voyais avec cette femme qui... je me voyais parfois faire des conférences. Regardez, c'est drôle parce qu'elle est arrivée depuis. C'est drôle quand même. Et je me voyais surtout avec une femme près de moi qui me regardait amoureusement et qui ne me regardait pas certain, imaginant que j'étais le meilleur orateur du monde, mais qui quand même avait quelque admiration. Et ça, ce besoin-là, qui est un besoin naturel de tous les êtres humains, ce besoin-là a été concrétisé par ce rêve. Et je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait une conférence une fois devant les adultes. Je ne peux pas beaucoup faire de conférences devant les adultes. Mais ça m'est arrivé. Mon épouse était là. Et elle s'est comportée curieusement comme la femme qui n'avait pas de visage dans mon imaginaire, qui n'avait que le fait de sa présence, n'est-ce pas? Elle s'est comportée comme ça, et je lui ai raconté ça après, je ne l'avais jamais dit avant. C'est très curieux ce qui m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, 2 mois, 3 mois peut-être. C'était très curieux. À quel moment de la journée êtes-vous arrivé à Birkenau, enfin à Auschwitz? On est arrivé, je pense que c'était en fin d'après-midi, puisque il y avait, lorsque le train s'est arrêté, et que très rapidement, à coups de cris surtout, et de quelques violences, il a fallu sortir du train, ce qui n'a pas été très commode. Pour ma petite sœur et moi et tous les enfants, sauter 1 mètre, c'est pas un problème. Mais quand elle a fallu aider les parents, c'était plus difficile, et aider les autres aussi. Enfin, du moins, tous ceux qui faisaient encore, les autres ont été déchargés après par des déportés qui étaient déjà là et qui vidaient des wagons, des immondices qu'il y avait et des morts qu'il y avait aussi. Et là, on a été parqués le long du train. Et puis, il s'est passé une image comme ça, étonnante, qui me reste comme ça très, 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 très fort. Lorsqu'on était parqués sur ce quai, l'ancien quai, qui n'est pas le quai qu'on visite actuellement, qu'on voit actuellement, c'était l'ancien. Il y avait comme une espèce de chape de brouillard qui était au-dessus de nous. Et il y avait des grands lampadaires très hauts qui éclairaient ça. Et j'ai eu cette sensation étrange de ce brouillard qui était là exprès pour cacher au monde ce qui allait arriver. Mais je ne l'ai pas eu sur le moment, bien sûr. Cette sensation-là, je l'ai eue très peu de temps après. Mais ça, je le sens de façon très intense. Vous savez, comme si par ces fumées que projettent certains animaux, ou cette encre, que je ne sais plus quel animal, pour se cacher du prédateur, le brouillard était là un peu pour cacher au monde ce qui était inacceptable pour le monde. Et là, ça s'est passé très très vite, on a été séparés, et les femmes, les enfants sont partis d'un côté, maman est partie avec ma petite sœur, et le dernier souvenir que j'ai d'elle, elle était sur un camion, non bâché, sur un camion découvert, et j'ai vu partir le camion. Moi, je tenais la main de mon père, et on a eu un grand coup venant de dos, je ne sais pas de quoi, on était séparés. Mon père était poussé d'un côté, moi j'étais poussé de l'autre. Et j'ai appris, quand je suis revenu, que dans ce convoi, numéro 64, il y a eu 760 personnes, parmi lesquelles mes parents et ma petite sœur, qui ont été gazés le soir même, et alors que de l'autre côté, où moi j'étais poussé, nous étions 240, et à la libération, il ne restait plus que 40. Ça, c'est les statistiques que Klarsfeld m'a appris dans les Juifs déportés de France. Je ne savais pas. Évidemment, là-bas. Tout s'est passé avec une extrême rapidité. Extrême, oui, il me semble. Ça n'a pas duré plus d'1 quart d'heure. Ça fait très très vite. Là aussi, n'ayant pas la notion du temps, est-ce que ce quart d'heure n'était objectivement pas plus long? Je ne saurais le dire. Mais pour moi, ça n'a duré qu'1 quart d'heure. Aucun des déportés ne vous a parlé, ne vous a... Aucun. Non, pas moi du moins. Non, non. Nous étions un peu séparés du train, bien que parqués sur le quai,
qui longeait le train et les déportés, ceux qui étaient déjà en habits rayés, étaient quand même séparés de nous de 3-4 mètres. Enfin, moi, du moins, moi, je n'ai pas pu... Est-ce que dans cette partie donc, des hommes qui étaient sélectionnés, qui allaient rentrer dans le camp, Oui. Vous connaissiez des gens? Non, pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Je vais même vous dire, en dehors du professeur Weitz, je n'ai connu personne à Auschwitz. Personne. D'abord, parce que je ne parlais pas le yiddish, et beaucoup parlaient entre le yiddish, parce que certains étaient étrangers de la France. Ensuite, il y avait relativement peu de Français à Buna-Monowitz. Du moins, je l'ai très peu entendu parler français. Je ne parlais pas l'allemand, bien sûr. Et que je me parlais à moi tellement. Je me racontais tellement d'histoires dans tous ces rêves éveillés, dans tout cet imaginaire dans lequel j'entrais volontairement, que je n'avais pas besoin de parler. Je dis souvent aux enfants, dans les écoles dans lesquelles j'interviens, je leur dis parfois, même chaque fois on peut dire, que pratiquement je n'ai pas parlé de toute cette période de décembre 43 à mai 45. Et c'est un peu vrai. Mais j'en ai pas besoin. D'abord parce que je n'ai jamais profité du moindre avantage. Je n'étais jamais dans les coups, vous savez, ce que les déportés appelaient les organisations, ça. Je ne comprenais pas d'ailleurs ce que voulait dire ce mot. Et je n'étais jamais dans aucun coup. On m'a plus souvent volé ma soupe que je n'ai eu une louche de soupe en plus. Je n'ai jamais profité du moindre avantage autre que celui que j'ai eu une fois avec le professeur Weitz. Et que me parlant à moi tellement, me racontant à moi tellement de choses, je n'avais pas besoin de parler aux autres. Je n'avais pas besoin de cette communication-là. Vous savez, c'était un véritable état schizophrénique. Et souvent, lorsque les enfants me regardent d'un air un peu suspicieux, en pensant, ils ne me le disent pas parce qu'ils sont adorables, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce connard? Il a rêvé comme ça pendant 2 ans presque. C'est pas possible. Je leur explique que cette sensation d'imaginaire, tout être humain l'a eux aussi, et que lorsqu'ils s'ennuient dans une classe, ils mettent le coude sur la table, la main comme ça, la tête dedans, et puis ils regardent le prof, ils font ça de temps en temps, pour être sûr que le prof pense qu'ils écoutent, et en fait ils n'écoutent pas. Ils sont ailleurs, ils sont dans leur rêve, dans leur imaginaire. Et alors imaginez un instant qu'ils sont comme ça et que leurs voisins de table se rendent compte qu'ils sont repérés. Et comme c'est un copain, il les pousse du coude. On dit, fais gaffe, t'es repéré. Sur la seconde, la fraction de seconde qui suit le coup qu'il donne, ceux qui rêvent comme ça ont envie de leur dire, mais va te faire foutre, je suis tellement bien où je suis, qu'ils n'ont pas envie de redescendre sur Terre, n'est-ce pas? Ils n'ont pas envie de revenir dans cette classe dans laquelle ils s'embêtaient un peu. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'était de même nature. Et l'imaginaire dans lequel je me suis enfui, car c'était une fuite, car c'était une évasion réelle, celle-là. Cet imaginaire-là faisait que je n'avais pas besoin de parler. Je parlais tellement dans mon imaginaire à moi. Et comme c'était beau ce que je me racontais, je ne voulais pas revenir dans une autre réalité que celle-ci. Bon. Excusez-moi. On va y revenir tout à l'heure sur cette notion de connaissance, de solidarité, Là, pour l'heure, vous avez donc été sélectionné. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que vous êtes passé par Birkenau ou vous êtes allé directement à la Bouna? Directement à Buna-Monowitz. Je crois qu'on a pris des camions, mais ça, je ne m'en rappelle plus. Alors ça, je ne peux pas vous dire, je ne m'en souviens pas.
Les distances me font penser qu'on a dû être mis sur des camions, je pense, mais je ne me souviens pas. Et nous sommes arrivés à la Bouna où, sur la place d'Appel, jouxtant la place d'Appel, il y avait une petite place comme ça, un petit recoin, on a été mis à poil. Il faisait très froid. On avait les vêtements qui étaient en tas, là, à nos pieds, et on a attendu. Et c'est là où on a été tondu. Après, on a attendu longtemps sur cette place-là. Dans le froid, avec le vent, surtout. Le vent était terrible. Et puis, on a été tondu, on a été tatoué, tout ça, à ce moment-là, n'est-ce pas? Quel est votre numéro? 167 472. Le 167.472, c'est le seul mot que je connaisse en allemand, presque. Et ça a été difficile, j'imagine, à apprendre. Pas du tout, je l'ai appris très vite, le soir même. Il y en a des déportés qui m'ont appris ce que ça voulait dire en allemand, 167 472, puisque dès ce moment-là, on m'a appelé le 167.472. Vous avez reconnu tout de suite quand on vous... Tout à fait, il fallait. Il fallait bien répondre Jawohl, Jawohl, ça veut dire présent, n'est-ce pas? Lorsqu'on nous appelait. Et oui, bien sûr, ça je l'ai appris très vite. Est-ce que ces numéros matricules, qui signifiaient donc évidemment la date de votre arrivée, est-ce que plus tard, ça a été un signe de reconnaissance? Enfin, dans le camp, on voyait que vous étiez quand même arrivé il y a assez longtemps. Oui, parce qu'on appelait les petits numéros et les grands numéros. Étiez-vous un moyen numéro, moi, en quelque sorte? Un moyen numéro, oui. C'était quelque chose d'important? C'est quelque chose que vous regardiez sur les autres déportés? Je ne me souviens pas, non. Je ne me souviens pas de l'importance que donnaient les adultes à ce moment-là, dans le camp, aux petits numéros, c'est-à-dire à ceux qui étaient là depuis longtemps. Bon, comme j'ai lu quelques littératures sur ce sujet, j'ai appris qu'ils en donnaient. Mais je ne peux pas en témoigner. Je ne sais pas. Pas du tout. C'est aussi peut-être parce que, une fois encore, j'étais très loin de la réalité. J'étais comme une espèce de... J'étais dans un autre monde, sur une autre planète, vraiment. C'était déjà une autre planète, c'était déjà un monde qui n'était plus le monde que je connaissais, organisé selon l'affectivité, où il n'était pas inorganisé, celui-là, il était évidemment très organisé, mais sur d'autres fondements. Et je n'étais plus dans la réalité du camp. Ces premières heures et ces premiers jours de quarantaine, en quelque sorte, c'est ça ou... Oh, ça a duré un peu de temps, me semble-t-il. Je ne crois pas que ça ait duré plus de 24 heures. Quand on écoute ce que vous m'avez raconté jusqu'à présent, oui. Vous étiez pas très bien armé, c'est-à-dire vous étiez quand même un jeune homme de cette... Je n'étais pas armé. D'avoir la possibilité de rêver comme ça. Mais c'est ce qui m'a sauvé, vous savez. Entre autres choses. Sûrement pas le seul facteur. Et... mon Dieu. L'asthme est une chose désagréable. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est sûr. Je crois de pouvoir... à la souffrance, vous avez deux éléments. La souffrance physique, bien sûr. Et l'objectivité de la souffrance physique tient à la subjectivité, à la sensation de la souffrance, qu'on exagère toujours quand la subjectivité est très, très pointue, très émoussée. À partir du moment où vous pouvez sortir de ce cycle infernal, vous souffrez moins. Si je vous dis, évidemment que c'est un raccourci, hein, prenez-le comme un raccourci, que oui, j'ai souffert comme tout le monde, peut-être moins que les autres. Oui, j'ai eu faim comme tout le monde, probablement moins que les autres. Parce que cette possibilité que j'avais de me rassasier dans l'imaginaire était tellement forte que je pense avoir eu moins faim que ceux qui n'avaient pas cette possibilité-là. Donc j'étais armé. Oh, c'est pas parce que j'avais 16 ans, c'est pas parce que mes parents m'avaient complètement materné, protégé.
pas du tout. Mais si j'ai eu cette possibilité-là, je pense que ça tient à ce que je suis, tout simplement, tout bêtement. Et ce que je suis est une force que je pense être importante. Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez justement de ces premiers jours, de ces premiers moments? D'abord du moment où vous avez réalisé, où on vous a fait réaliser que vous étiez là où vous étiez? Oui, j'ai eu une... Là, quand j'étais sur la place, avant même d'être tatoué et rasé, j'ai eu une expérience un peu semblable à une expérience décrite par Elie Wiesel dans un de ses bouquins. Il y avait un Français qui était pas très loin, qui était en habit rayé. Et on n'avait pas le droit, bien sûr, de s'approcher des Français, ou d'autres. Je me suis quand même approché, et comme j'ai pu, et très vite, je lui ai dit, je suis venu ici avec mon père, ma mère, ma petite sœur, où sont-ils? Je m'attendais à les voir, à les revoir. J'avais vu maman, ma petite sœur partir, mon père partir ensuite. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, tu vas les revoir, n'est-ce pas? Je m'attendais à les revoir. Et très rapidement, celui-ci m'a dit, en me montrant une cheminée, qui n'était pas un four crématoire, parce qu'il n'y en avait pas à Bounam-Levitz, à ma connaissance du moins. Mais il m'a montré une cheminée, et dans de cette cheminée perlait et sortait de la fumée. Il m'a dit, tes parents sont de la fumée. Et quand il m'a dit ça, je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru, je lui ai dit, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était, encore une fois, inconceptualisable. C'était pas... Ça ne rentrait pas dans ma logique. Et dans quelle logique ça pouvait rentrer, s'il vous plaît? Dans aucune, et la mienne encore moins. Non, non, je ne l'ai pas cru, du tout. Je n'ai pas cru à cette assertion-là, et j'étais persuadé qu'il me racontait des coups. Ça n'est qu'après, le lendemain, le surlendemain peut-être, que l'ayant tellement entendu dire autour de moi, j'ai fini par être persuadé que c'était vrai. Mais sur le moment, je ne le croyais pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez compris que c'était vrai? Sur le moment, j'étais très malheureux, bien sûr. Et puis, voyant très vite, je n'ai jamais pleuré là-bas. J'avais que 16 ans pourtant. Je n'ai jamais pleuré. Et puis je dois dire, même si ça paraît monstrueux, que lorsque je me suis rendu compte très vite de ce qu'était la vie au camp de Bounam-Levitz, de ce qu'était la nourriture, de ce qu'était le travail, de ce qu'était la liberté, comme ils disaient sur leur panneau, le travail c'est la liberté. Très vite, sachant mon père malade, il était asthmatique, maman qui n'était pas de grande robustesse, ma petite sœur qui était trop petite et trop faible, très vite, j'ai souhaité que ce soit vrai. Car je me disais, de toute façon, ils ne tiendront pas le coup. C'est pas possible. Quand j'avais vu les 2-3 jours suivants ce qu'on nous donnait à manger, je dis, c'est pas possible que mes parents tiennent le coup. Et j'ai eu comme une espèce de logique, là, comme un calcul économique, au niveau de l'économie et du métabolisme, qui a fait que, de toute façon, me disais-je, de toute façon, ils vont mourir. Autant mieux que ce soit avant de souffrir trop. Et j'ai vraiment, j'ai parfois honte de le penser, mais je le dis tout le temps, puisque c'est vrai. Quand c'est vrai, hein, il faut le dire. J'ai souhaité que ce que j'avais appris le soir en arrivant à Bounam-Levitz soit vrai. Car je préférais pour une mort violente, horriblement épouvantable sûrement, mais relativement brève, à la mort lente des camps. Voilà comment j'ai réagi. Évidemment avec beaucoup de tristesse. C'est pour ça que ma mère, dans mon imaginaire et dans des histoires dans lesquelles je m'impliquais en rêve, ma mère avait beaucoup d'importance, elle était souvent présente. Elle était là, elle était avec moi, j'étais avec elle. Et dans des circonstances folles, n'importe quoi, n'est-ce pas? Quand vous êtes parti dans votre imaginaire, on ne s'arrête plus. Ouais. Voilà.
Voilà comment j'ai réagi. Mais j'y croyais quand même pas tout à fait. Pendant tout ce temps-là, j'ai eu cette impression que j'allais les revoir quand même. Il y avait ce balancier qui était d'un côté, mais non, c'est pas possible, qui de l'autre côté, et si c'était. Et j'ai eu l'espoir de revoir quand même mes parents. Espoir fou, espoir évidemment impossible, évidemment complètement stupide. Jusqu'au jour où je suis revenu à Paris. Et là, pardonnez-moi de sauter des mois, mais lorsque j'ai rencontré ma sœur aînée, qui n'a pas été déportée, et que je me suis rendu compte que ma mère ne reviendrait pas, comme mon père, ni ma petite sœur non plus, là, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois. J'ai pleuré souvent après, en évoquant cela, mais là-bas, je n'avais jamais pleuré. Parce que quand on a un imaginaire aussi développé que j'avais, l'imaginaire est toujours cette porte de sortie, cette évasion, comme je vous disais, et à travers cette évasion, vous imaginez tout, dont aussi la possibilité de revoir sa mère et son père. Et ça, je l'ai eu aussi, bien que je savais que ce n'était pas possible. Vous voyez ? Comment s'est passée l'entrée dans la vie du camp? C'est-à-dire, vous avez été... Oh, c'était très brutal et très rapide tout à la fois. Je crois qu'on a été mis en quarantaine pendant 24 heures, mais je ne peux pas vous dire exactement. Ça, je ne sais pas. La temporalité commence là, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de temps ça a duré, et très vite, j'ai été mis dans le même bloc. D'ailleurs, je suis resté toujours au bloc numéro 10, c'était toujours le même. Je n'ai jamais bougé de ce bloc. Et très vite, j'ai été dès le lendemain ou le surlendemain, lorsque j'étais dans le bloc, mis au commando numéro 55, qui était un commando de terrassement, puisque je n'avais pas de métier. On travaillait, comme vous savez, à Ligue Farben Industrie, qui était une usine juste à côté du camp. D'ailleurs, Boulamolovitz, ça a été créé pour Ligue Farben Industrie. Et on construisait l'usine. Et comme moi, je n'avais pas de métier, ils m'ont fait faire du terrassement. C'était dans le commando 55. Vous êtes resté tout le temps dans ce commando? Tout le temps. Tout le temps. Jamais je n'ai été versé dans d'autres commandos. Jamais je n'ai été mis dans un autre bloc que le bloc numéro 10. Qui était le capot de ce commando? Il y a eu plusieurs capots. Vous dire son nom, je n'en sais rien. Mais c'était un... Mais c'était un Polonais, qui était un triangle vert. C'est tout ce que je sais. Qui était très violent. Très, très violent. Il y a eu 2 ou 3 capots différents. C'était un très, très grand commando, le 55. Très, très grand. C'est combien d'hommes, un commando? C'était combien d'hommes? Oh, ben ça variait, hein. Oui. Je sais pas, le Glaser commando, les commandos pour les vitriers, ils étaient peut-être, tu vois, une vingtaine. Mais dans le 55, quand on défilait pour sortir, on défilait 5 par 5, on devait être au moins, je sais pas, peut-être 70, 80, 100 peut-être, je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous dire avec précision, mais c'est de cet ordre-là, peut-être. Peut-être même plus, d'ailleurs. Je ne sais pas. Oui, c'est un très grand commando. Et sur le lieu de travail, on était répartis par groupe, à des tâches différentes, évidemment. On faisait soit du béton, on a fait du béton, on creusait des tranchées à l'extérieur, dans lesquelles passaient peut-être des canalisations, des tuyaux, je ne sais pas quoi. Enfin, nous, on creusait. Et quand on sait que l'hiver, la terre est aussi dure que du béton, on se rend compte, puisqu'on creusait avec des pioches, il n'y avait pas de machine-outil, comme il y a maintenant. C'était l'homme qui servait de machine-outil. Et donc c'était très dur physiquement. Comment? Le commando dans lequel j'étais donc pendant tout le temps, ne me demandez pas si je me souviens de quelqu'un, je me souviens de personne. D'abord, on avait tous le même visage, vous savez. Quand on est en état de dénutrition comme notre état, on se ressemblait tous. Et souvent, quand les gens recherchent des disparus, ils montrent des photos, qui sont évidemment des photos qui sont... c'est un leurre, puisque les photos qu'ils montrent sont des photos en bonne santé, alors que là-bas, nous avions le même regard, tous, le même visage.
puisque ce qui était dans le visage, c'était le squelette qui était dessous, et on a tous le même squelette, le même crâne. Donc, non, je n'ai connu personne là-bas de particulier. Il ne me souvient pas du tout d'avoir eu la moindre amitié là-bas. Il y avait des langues, pourtant, enfin, je veux dire, il y avait des... J'ai entendu beaucoup parler de polonais, oui. Beaucoup d'allemand, évidemment. Mais c'est tout. Le français, pas du tout. Dans mon coin, du moins, où j'étais, je n'entendais pas parler français. Peut-être que si j'avais eu près de moi un jour, mon imaginaire pour rentrer dans la réalité du camp avec ce français-là, peut-être, je ne sais pas. Par exemple, au travail, jamais il n'y a personne qui vous a un moment soutenu si vous flanchiez, jamais. Il n'y a pas eu un épisode comme ça. Jamais. Les dimanches, les fameux dimanches toutes les 15 jours, je crois, où il y avait une demi-journée. Écoutez, moi je crois me souvenir, peut-être me tromperai-je, mais dans ma mémoire, le dimanche nous n'allions pas à l'usine. Et je crois me souvenir de ça. Et du moins c'est ce qui m'en reste. Mais non, je n'ai jamais eu la moindre relation avec quiconque. Souvent on me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'entraide entre vous, n'est-ce pas? Et je suis obligé de répondre, je n'en sais rien. À partir du moment où vous n'avez pas de relation avec d'autres gens, vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être y a-t-il eu des mouvements de résistance, certains le disent, à Boudamolovitz. Je n'en sais rien. Je n'ai pas eu du tout la vie de Primo Levi. Primo Levi avait des copains, il en parlait de ce petit gros là, comme ça. Alberto, c'est ça, il raconte qu'il a son copain Alberto avec qui il organise les soupes, c'est important. Oui. Mais c'est vrai qu'il avait une position un peu privilégiée, Primo. Hein. Il travaillait au labo, c'est quand même déjà une position privilégiée. Moi, rien. Cette fameuse organisation du camp dont j'entendais parler, organiser, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais vraiment dans un autre univers. J'étais vraiment ailleurs. Et c'est pourquoi, lorsque je vais voir des enfants et que je témoigne, je parle peu des camps. Parce que je pense que mon expérience est tellement personnelle que je ne me donne pas le droit de témoigner des camps à travers ce que je vais dire, puisque je suis sûr que l'expérience des autres fut différente, et que ce qui est intéressant, c'est autre chose que ça. Mais je crois que je saute des étapes, mais je crois que c'est ça, oui. Vous me dites donc que vous n'avez pas eu de relation, donc finalement de solidarité ou d'entraide ou de camaraderie, même fugace, mais vous ne pouviez pas échapper au fait d'être une victime de la violence. Par exemple, vous avez raconté tout à l'heure qu'on vous a volé votre soupe, ce qui j'imagine est une expérience courante. Est-ce que vous pouvez me parler de ça, de cette présence permanente de la violence? Oui, la violence était... car voler sa soupe, c'est de la violence, vous en doutez bien. C'était 4 Russes qui l'ont piqué. Eux recevaient des colis, comme les Polonais recevaient des colis. Les Polonais chrétiens, bien sûr, pas les Juifs. Et ils les mangeaient devant nos yeux. C'était... je ne leur ai jamais reproché de recevoir des colis, mais je trouvais que c'était un petit peu dur que de le faire comme ça, de façon ostentatoire, devant les Juifs que nous étions et qui nous n'avions rien. Et eux étaient donc pas trop atteints pour certains d'entre eux, du moins physiquement, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à me piquer. Ils ont réussi à me piquer ma soupe plusieurs fois, pas très souvent, mais plusieurs fois quand même. Et comme il n'était pas question d'aller pleurer à celui qui distribuait, on m'a volé ma soupe, je pourrais en avoir un autre, vous doutez bien. À ce moment-là, je ne mangeais pas ma soupe. Oui, c'était cette violence-là. En dehors de ça, en dehors de la violence des capots, qui alors à ce moment-là était évidente, en dehors de la violence du Lagerältester, du chef de camp, en dehors de la violence de l'Arbeiterältester, qui lui aussi était habillé en noir, avec un numéro néanmoins qui était déporté, comme vous le savez.
qui étaient des gros types allemands, très très violents. Le Arbeit Eltester, c'est celui qui nous comptait quand on sortait du camp pour aller travailler, et qui nous recomptait quand nous entrions. Il nous comptait presque à coups de planche, comme ça, nous taper dessus, comme ça, pour nous compter. Je n'ai pas bien compris. Planche. Il y avait une planche, je me souviens, qui m'a un jour donné des coups avec une planche à clous. Il y avait des clous dessus, et j'ai pris des coups comme ça. Tout ça pour nous compter plus vite, pour nous obliger à marcher un peu plus vite. Tout ça en cadence, parce qu'il y avait l'orchestre, bien évidemment, n'est-ce pas, qui était cette chose absolument aberrante dans ce milieu-là. Il y a un orchestre à la sortie du camp, à droite, lorsque nous sortions, et à gauche, quand nous y entrions le soir. C'était tellement invraisemblable, cette proximité de la musique et de la violence, que ça en était douloureux même. Que cette musique-là et donc la violence en dehors de ceux qui étaient désignés comme des cadres, capot, chef de bloc Eltester, chef de camp, Lager Eltester, ou chef de travail, c'était chef des capots, n'est-ce pas, l'Arbeit Eltester. En dehors de ceux-là, qui étaient évidemment très violents et très épouvantables, du moins ceux que j'ai connus, en dehors de ceux-là, non, je ne me souviens pas de violence entre déportés, en dehors du fait quand on nous piquait notre soupe, quoi. Le travail, vous aviez jamais travaillé physiquement, enfin, jamais, auparavant? Jamais. Là, vous avez parlé tout à l'heure de la terre en hiver, dure comme du béton. Oui. Vous avez travaillé plus d'un an. Oui, ça. Je suis imbattable sur le béton, si vous voulez, je vous fais un cours de béton. Quasiment imbattable. Mais oui, j'ai travaillé comme ça. Était-ce une chance? Était-ce une malchance? Je me pose souvent la question. Certes, on travaillait dehors. L'intempérie, il neigeait, nous étions dehors, il y avait du vent, nous étions dehors, il pleuvait, nous étions dehors. Mais on devait physiquement travailler dur. Et travaillant comme ça permet aussi de ne pas mourir de froid. Car j'ai vu des gens mourir de froid, ou lors des appels, par exemple, qui duraient parfois des heures, et qui tombaient comme ça, pouf, comme des poupées de chiffon. Alors que nous, ça n'était pas le cas, du moins, j'en ai pas vu dans le cadre du travail. Je pense que c'était aussi peut-être une relative chance de faire ce genre de travail-là. Je dis relative parce que j'aurais pas fait travailler dans les bureaux, bien évidemment. Il fallait qu'ils avaient à foutre de travail de moi. Moi, je maniais que le stylo quand j'étais arrêté. Vous pensez bien que le stylo, ils n'en avaient rien à faire. Donc, voilà ce qu'ils m'ont fait faire. La faim. Vous parliez tout à l'heure des rêves alimentaires. La faim est très relative, elle aussi. Oh, certes, on a très faim au début. Oui, très très faim au début. Et je crois que mes périodes de rêve alimentaire étaient plus fréquents au début qu'à la fin. Parce qu'on s'habitue à la faim. La faim qui est cette faim douloureuse, parce qu'une faim comme celle-ci est douloureuse, très vite, au bout de quelques semaines, voire mois, on ne ressent plus la faim. La faim est une chose qui est tellement subjective aussi, que lorsqu'on sait pertinemment qu'on n'a rien de plus à manger, très vite, je pense, notre réflexion fait qu'on souffre moins. Je ne peux pas vous dire que j'ai souffert de la faim tout le temps de la même façon, sûrement pas. J'ai souffert de la faim au début beaucoup, et après beaucoup moins. Et non pas parce que je mangeais davantage, bien sûr que non. C'est que simplement on s'habitue à la faim. On s'habitue à ça. Vous savez, il y a 3 choses douloureuses dans la vie qui avoisinent et qui jouxtent la faim.
c'est la soif. Et la soif est beaucoup plus difficile que la faim, et c'est le sommeil. Quand vous avez sommeil, lutter contre le sommeil, c'est encore plus dur que lutter contre la sensation de faim. C'est encore plus dur que lutter contre la soif. Et le sommeil, c'était quelque chose qui manquait? Non, pas du tout là-bas, pas du tout, puisqu'on se couchait relativement tôt. Au début, on était seul par chalis, enfin, il y a des chalis à 3 étages, sur lesquels il y avait une paillasse et puis une mauvaise couverture. C'est tout. Non, je n'ai pas souffert du sommeil. Bien qu'on se levait très tôt, c'était, je crois, 4 ou 5 heures du matin, selon que c'était l'hiver ou l'été. Mais je n'ai pas souffert du sommeil du tout. Non, non, là, je dormais mon sou. Au début. Puis après, quand sont arrivés tous les gitans, quand sont arrivés tous les juifs hongrois, je crois aussi, là, il y a eu un surpeuplement à Budapest. Et je me souviens que pendant quelques temps, et pas mal de temps même, on s'est retrouvé à 5 par niveau. Là, c'était un petit peu plus difficile pour dormir. Mais je dormais quand même. Donc là, c'est une forme de datation, puisqu'en fait, ces juifs hongrois sont arrivés au printemps 44, en gros. Ouais, hein. à peu près, oui. Ils étaient... Enfin, ça a changé... Non, ça n'a rien changé pour vous. Rien du tout. Non, non, ça n'a rien changé. Non, non. Donc le sommeil, au cours de ma vie concentrationnaire, n'a pas été une chose dont je me souvienne maintenant avec douleur. Non, je ne me rappelle pas du tout avoir eu des moments difficiles. Non, pas du tout. Vous étiez soumis à des sélections périodiques? Oui, relativement périodiques. On faisait ce qu'ils appelaient la visite des musulmans. On passait devant un SS torse nu. Il fallait se comporter en macho, c'est-à-dire gonfler les poumons comme ça et marcher comme si on était encore costaud, pour redonner l'impression qu'on pouvait encore travailler, car tous ceux qui ne pouvaient pas, selon son jugement, qui était un critère de sélection tout à fait aléatoire, avec son stick, le petit bâton qu'il avait à la main, il le mettait de côté et les autres étaient mis d'un autre côté. Et il ne fallait pas être mis du côté où il y avait les autres, car ceux-là partaient ensuite en camion et on savait qu'ils étaient cassés. Vous vous souvenez de ces moments avant la Beaucoup, sélection? Beaucoup. C'était un moment difficile parce ça faisait peur. Et alors je me souviens, il y a des choses étonnantes. Vous savez, monsieur, je crois que c'est encore mon esprit qui fait ça. Ça se passait dehors. On sortait par une porte du bloc, on rentrait par une autre porte. Et lui, le SS, était assis sur une chaise. Et sur cette chaise, il y avait un coussin. Et alors, ça faisait drôle d'avoir ce coussin pour protéger les petites fesses de ce SS. Ça faisait un drôle des fesses, c'était complètement anachronique. Et je me rappelle de ça, de ce coussin-là. Vous dire la couleur, je ne me souviens pas, mais je me rappelle de l'événement. Et de la présence de ce coussin. Et quelque part, ça me faisait rire un peu, enfin rire. Ça m'amusait, disons. C'était le côté humoristique que j'essayais de tirer de cette visite des musulmans. Mais c'était pénible, parce qu'il fallait absolument paraître solide. Et vous n'étiez pas très... Enfin, est-ce que vous étiez solide? Est-ce que vous avez atteint justement l'état de musulman, de cachexie? Je ne serais pas là à vous raconter. Ou du moins selon ces critères. Puisque c'est des critères tout à fait... très aléatoires, n'est-ce pas? Et cette sélection faisait que les autres étaient casés le soir même, étaient éliminés. Il n'y avait pas de bouche inutile. Quelqu'un qui ne pouvait pas travailler était inutile. Or, tous ceux qui étaient inutiles étaient gazés. Et on l'a appris très vite, bien qu'à Boudin, il n'y avait pas de chambre à gaz. Mais nous le savions, tout se sait très vite. C'est curieux, vous savez, ce qui se passe dans des camps comme ça. On a l'impression que ce qu'on appelle maintenant le téléphone arabe, comme ça, ça marchait aussi pas mal avec les juifs, vous voyez, comme qu'on peut s'entendre. Hein. Et ce téléphone-là faisait que très vite, on avait appris que tous ceux qui étaient sélectionnés et qui étaient considérés comme non aptes au travail étaient considérés comme des musulmans, puisque c'est comme ça qu'ils les appelaient, étaient gazés. Il fallait donc paraître encore solide. Il y avait des stratégies pour paraître solide, je oui, sais pas. Non, moi simplement, c'était gonfler les poumons. Comme les gamins qui veulent draguer une fille dans la cour de l'école. Hein. On roule des mécaniques, quoi. Ben, j'essayais de rouler un peu les mécaniques. Les pauvres mécaniques, j'essayais de rouler un petit peu quand même. Ça a marché, la preuve, je suis là.
Mais non, c'est cela dont je me souviens. Et ça faisait peur, ça. Ça, oui, ça faisait peur. Parce que j'avais la trouille d'être sélectionné. Mais, autant, comme je vous le disais, une de mes chances a été cette possibilité de m'évader par le rêve et l'imaginaire, autant j'ai été habité tout le temps de ma vie là-bas, par une espérance folle. J'étais folle d'abord parce que c'était fou d'avoir cette espérance là-bas, et j'étais persuadé, la question ne se posait même pas dans mon esprit, j'étais persuadé de m'en sortir. Et cette espérance que j'avais en permanence chevillée au corps, et qui m'a permis de survivre aussi, ça c'est évident, cette espérance était tout à fait à différencier de l'espoir. L'espoir et l'espérance, c'est pas la même chose. L'espoir, c'est à court terme. L'espoir, on a faim, on espère bien manger ce soir, n'est-ce pas? Ça, c'est l'espoir. L'espérance, a dit un jour un philosophe, parce que c'est du féminin, est capable de générer le lendemain, comme une maman est capable de générer un enfant, de donner la vie. Et l'espérance, parce qu'elle est du féminin, est aussi capable de donner la vie. Donc, de la sauvegarder. Et cette espérance que j'avais chevillée au corps, mais chevillée, était telle que j'étais convaincu d'en sortir. Sauf le dernier jour. Le dernier jour, on en parlera peut-être, mais ce dernier jour-là, je ne l'ai plus eu, puisque j'avais décidé de mourir. Mais en dehors de ça, à aucun moment, je n'ai eu de désespérance à l'intérieur du camp, jamais. Même dans les pires instants. Mais jamais. Cette espérance dont vous parlez, c'est justement une espérance donc du lendemain, Oui. du futur. Alors Oui. même que le temps concentrationnaire, on a l'impression que c'est un temps de l'instant, de durée d'une minute à l'autre. Mais c'est surtout l'espérance d'être encore vivant à la minute suivante. Et quand on est vivant à la minute suivante, et chaque fois à la minute suivante, on arrive au lendemain. Car le temps qui nous sépare du lendemain, c'est une succession de minutes, n'est-ce pas? C'est donc une succession d'espérances. Et comme cette espérance-là était tellement forte, tellement énorme, tellement incroyable, et tellement propre à moi, que maintenant encore, alors que j'ai 77 ans passés, que je suis malade comme un chien, malgré ça, j'ai toujours l'espérance du lendemain. Ça ne me quitte pas. Je suis sûr qu'il y aura un demain, et que ce demain sera mieux que la veille. Et c'est cette impression-là que j'avais là-bas. Je sais que ça paraît incroyable. C'est-à-dire c'est comme une sorte d'espérance de la mère pour son enfant, en fait. Non, c'est plutôt l'espérance d'une mère qui va donner la vie à un enfant. Non pas de l'enfant existant déjà, mais de la mère qui demain sera mère et qui porte son enfant en elle. Et l'espérance est justement différente de l'espoir par le fait que c'est du féminin, n'est-ce pas? Et c'est en cela qu'il y a une espèce de comparaison philosophique, on peut dire, entre ce qu'est la mère et ce qu'est l'espérance au féminin. L'espérance au féminin est capable de générer l'espoir de l'instant. Mais l'espoir de l'instant n'est pas toujours capable de générer l'espérance. J'aimerais que vous me parliez de cet homme, finalement, qui est le seul dont vous vous souveniez du camp, le professeur Weitz, qui vous a donné un coup de... Oui, il y avait deux cabanes qui étaient le Revier, là-bas, le Krankenbau. Le Revier, il n'en avait que le nom, puisqu'il n'y avait même pas l'aspirine, je crois. Et c'était un dimanche, après-midi, effectivement. Étais-je parti au travail le matin, je ne sais pas. Lorsque je suis passé,
car le bloc dans lequel j'habitais, au bloc 10, était très proche des 2 blocs du Krankenbau. Et puis de l'autre côté de la grille, parce que c'est séparé par un grillage, non électrifié, celui-là, puisqu'il était à l'intérieur du camp lui-même, j'ai été ailé par un gars qui était de l'autre côté et qui avait une blouse grise qui avant avait été blanche et qui en allemand me demande mon âge, que j'ai compris et je lui ai répondu en allemand que j'avais 17 ans et comme j'ai dû le dire avec un accent à couper au couteau, que c'était à l'évidence un accent de parisien, il m'a posé la question en français. Il m'a demandé mon numéro, je lui ai donné mon numéro, le bloc dans lequel j'habitais. Et j'habitais. Oui, c'est une drôle d'image de dire qu'on habitait là-bas. Disons, où on m'obligeait à essayer de dormir. Je crois que c'est plus juste. Et puis, le lendemain matin, je ne sais plus. Alors, comment ça s'est passé? Je ne sais plus. J'étais appelé au moment où on revenait des latrines, juste après le petit-déj. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Toujours est-il, on a appelé mon numéro. Et j'ai été conduit au bloc, au Revire. Et je suis resté 8 jours avec cet homme absolument extraordinaire, car je sais depuis qu'il l'a fait pour d'autres aussi, et qui était un homme vraiment merveilleux. Et lorsque le SS arrivait pour faire sa visite, enfin, visite pas médicale, mais il passait comme ça, dans le bloc du Revire, il me faisait coucher tout de suite dans un lit, n'importe lequel, même déjà occupé. Et je suis resté 8 jours. Pendant ces 8 jours-là, je crois que c'était l'hiver, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Je crois quand même, parce qu'il faisait assez froid, je crois me souvenir. Et pendant 8 jours, je suis resté dans ce bloc dont je n'ai pas eu besoin de me lever de bonne heure le matin et aller travailler. Et curieusement, j'ai très vite appris qu'il s'agissait du professeur Weitz, qui à l'époque, je ne sais pas s'il était professeur, mais enfin il était déjà médecin, qui avait été arrêté à Clermont-Ferrand, puisque à Clermont-Ferrand était la faculté de médecine de Strasbourg. Et j'aurais dû, puisque je pense qu'il m'a en partie, sûrement, concouru au fait que j'ai survécu. Il m'a aidé indiscutablement. Et je lui en sais énormément et je lui en ai grande reconnaissance. Et puis, puisque nous en parlerons sûrement après, je suis resté 40 ans sans parler, 40 ans pendant lesquels je ne voulais même pas évoquer les camps. C'était à ce moment-là, plusieurs fois, je me suis dit, il faut que tu ailles à Strasbourg pour aller le voir. Et chaque fois, j'étais retenu et chaque fois, je n'y suis pas allé parce que j'avais peur, peut-être, d'éveiller en lui le souvenir des camps. Peut-être que... parce que souvent, j'ai essayé de m'analyser pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce qu'il m'a été de grande utilité, cet homme, il a fait beaucoup de choses. C'était merveilleux, ce qu'il a fait là. Je n'y suis pas allé. Et comme moi-même, j'ai essayé pendant tout ce temps-là de ne pas parler des camps, peut-être que j'avais peur de l'obliger à parler de choses imprononçables, indicibles, indescriptibles. Et c'est peut-être ça, je ne sais pas, ou un excès de pudeur de ma part, je ne sais pas du tout. C'est vrai que maintenant je le regrette beaucoup. Quand j'ai appris sa mort, d'ailleurs, j'étais très douloureusement choqué. Non pas qu'il soit mort, je crois qu'il est mort à un âge respectable, mais simplement parce que je ne me suis pas bien comporté. J'aurais dû aller le voir. J'aurais dû me dépasser, me sublimer, si j'ose dire, et sublimer la douleur que je ressentais chaque fois que j'évoquais cela, pour aller voir cet homme simplement pour lui dire merci. Chose que peut-être je ne lui ai pas dit là-bas. Je ne l'ai pas fait. Et c'est trop tard, bien sûr. Et je l'ai beaucoup regretté. Mais c'est comme ça. Ce que vous racontez montre aussi que la compassion était possible même dans un endroit comme Bunamonovitz.
Moi, je suis persuadé que les êtres humains sont pleins de compassion. Oui, bien sûr, pas tous, mais nombreux d'entre nous. Je suis persuadé que les êtres humains sont bien meilleurs qu'on a l'impression qu'ils sont, ou du moins que l'image qu'ils donnent d'eux. Et le professeur Weiss fait partie de cela. Je suis convaincu, bien sûr. Vous savez, j'ai une confiance absolue en l'humain. Absolue. Mais nous en parlerons après, je pense. Oui. Le 18 janvier 1945, qu'est-ce qui s'est passé à Buna-Monowitz? Il s'est passé que brusquement tout a été chamboulé. Les SS se sont mis à crier partout. Les capots à rameuter tout le monde. Et puis on est parti. J'ai appris seulement qu'après, quelques-uns étaient restés, puisque Primo Levi est resté là-bas. Mais moi, je faisais partie de ceux qui sont partis. C'est la majorité, l'immense majorité. Et là, on a commencé ce que les historiens ont appelé la marche de la mort, puisque ça n'est pas un schéma de dire, ni un raccourci, que pendant près de 4 mois, je n'ai pas mangé, puisque j'ai été libéré début mai, donc c'est à peu près 4 mois. On ne mangeait que l'herbe quand on s'arrêtait dans les prés, quand les SS nous faisaient nous arrêter. On mangeait la neige qui était sur la route et qui nous rendait malades. Tous ceux qui ne pouvaient pas avancer étaient tués par les SS. Ou mordus à mort par les chiens, j'en ai vu un comme ça aussi. Et on a marché au début sans arrêt. Certains disent, puisque j'en ai vu quelques-uns depuis, qu'on a fait sans arrêt 60 kilomètres. Ça me paraît considérable, mais c'est possible. Ce dont je me souviens le plus, c'était cette longue, immense colonne que nous étions. Et j'étais tellement fatigué, puisqu'on a dû quitter le camp en fin d'après-midi, je crois. Mais c'est des images comme ça qui me viennent. Il ne faut pas le prendre avec une certitude de témoignage, tout ça. Mais je crois quand même. Et je me souviens que nous dormions en marchant. Et ça, c'est un sentiment absolument étonnant. Parce que c'était impossible de lutter contre le sommeil. Et comme on marchait un petit peu comme un accordéon, vous savez les grandes hordes de gens qui passent comme ça, et qui d'un seul coup s'arrêtent, on se demande pourquoi, un peu comme les voitures le dimanche soir, et puis d'un seul coup, tout de suite après, boum, ça se met à rouler. C'est un petit peu ça aussi. Et quand je me souviens, quand j'étais trop fatigué, je l'étais, parce que j'avais très sommeil, ma tête tombait sur celui qui me précédait, et j'avais dormi une fraction de seconde, certes, mais j'avais dormi, et comme j'étais poussé par ceux qui étaient derrière, et retenu par celui qui était devant, je n'étais pas tombé, quoi. Ou alors que je continuais à marcher peut-être de façon mécanique. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais toujours est-il, je me souviens de ça, et ce sommeil qui me prenait aux tripes, tellement j'avais sommeil. Et pendant ces 4 mois, alors il s'est passé plein de choses. Pendant ces 4 mois, en dehors de quelques épisodes horribles, dont un fut magnifique, bien que jouxtant l'horreur, on n'a pratiquement pas mangé. On s'est arrêté peut-être en 4 mois, je ne sais pas, 10 fois, 12 fois, je ne sais pas. Vous étiez à pied tout le temps? Non, pas tout le temps, au début. Et puis après, ils nous ont mis dans les trains, puis à nouveau à pied, puis à nouveau dans les trains. Il y a eu de grandes migrations, vous savez, dans le DVD de la déportation édité par la Fondation pour la mémoire de la déportation. Il y a ces grandes migrations comme ça, de la marche de la mort. Mais je n'ai pas vu celle dans laquelle moi j'ai été. C'est curieux, je ne l'ai pas vue. Parce qu'aucune ne s'est arrêtée à Prague, et moi, ce fut le cas. Alors parfois c'était dans des trains, parfois sur des trains, c'est-à-dire sur des wagons de marchandises, et à d'autres fois à pied. On a dû donc s'arrêter, je ne sais pas, dans 10-12 camps peut-être, on nous donnait 1 litre de soupe. 1 litre de soupe de déporté, c'est pas grand-chose. Et puis on repartait. Sans vouloir vous forcer la main, quels sont les épisodes auxquels vous faisiez allusion, que vous gardez particulièrement vifs en mémoire? Il y en a un épisode en particulier qui s'est passé, je crois, au camp de Leitmeritz, qui était un camp dans lequel on s'est arrêté à peine une nuit. La gare Altester.
chef de camp, a été reconnu par d'autres qui étaient là et qui venaient comme moi de Boulin-Bonowitz. Il a été tué à coups de pelle. Et ça, c'est un épisode très douloureux parce que la vengeance ne m'habite pas et que j'ai mal supporté ça, c'est vrai. Pourtant, c'était une brute infâme. Une autre fois, on était dans un train, cette fois-ci, un train toujours de wagon de marchandises, mais couvert. On était arrêtés le long d'un champ, et les SS qui nous gardaient, qui étaient très jeunes, étaient ivres-morts. Puis, en titubant, ils se sont arrêtés, le hasard, devant le wagon dans lequel j'étais. Ils nous ont fait descendre. On était une soixantaine, 70 peut-être dans ce wagon, je ne sais pas. On est descendu, imaginez l'état dans lequel nous étions. Ils nous ont fait faire de la gymnastique. Ils nous ont fait faire des pompes. Et tous ceux qui ne faisaient pas bien les pompes, ils les tuaient. Et l'image que j'ai est double. D'une part, même triple. D'une part, comment ai-je réussi à les faire alors que j'étais si fatigué? Je ne sais pas. D'autre part, je voyais les balles, parce que la nuit, les balles sont traçantes. On voyait comme des traînées de feu comme ça qui passaient. Et les gars tombaient, ils en ont tué une quinzaine. Après, il a fallu creuser un grand trou pour jeter ces pauvres types dedans. Et un d'entre nous, jeune, je crois, avait oublié de faire Mützenab. Vous savez qu'il fallait enlever son béret devant les SS. Un petit peu comme si on passait devant les Romains, au temps de la grande romantique. Et ils ne l'avaient pas fait, alors ils l'ont mis sur le bord de la fosse, tournant le dos à la fosse, mais les regardant. Ils ont épaulé leur fusil et ils l'ont tué. Il est tombé comme ça dans la fosse. Et l'image que j'ai de ce type qui a vu venir sa mort est très très forte. Très. Ça, c'était un des épisodes difficiles. À un autre moment, on était sur des wagons de marchandises, découverts ceux-là, il n'y avait pas de toit. On était très tassés sur ce wagon, on mangeait de la neige, parce que c'est la seule chose qu'on avait, rien. Il ne venait pas à manger du tout. On s'est arrêté dans une gare, je ne sais pas où, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette gare, et elles nous ont regardés comme si nous sortions de l'univers de Dante, comme si nous sortions d'un enfer, et nous sortions bien sûr de l'enfer. Tous ces gars en tenue rayée, squelettes à demi vivants, qui bougeaient encore pour ceux qui le pouvaient. Et puis le train est reparti. Et je pense que le téléphone a beaucoup fonctionné parce que plus loin, je ne sais pas combien de centaines de mètres, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout, mais plus loin que la gare où nous étions, on est passé sous 3 passerelles, comme il y en a beaucoup en Europe de l'Est et qui permettent aux passants de passer d'un côté de la voie ferrée à l'autre. Ces passerelles étaient éloignées espacées de, je sais pas, 400, 500 mètres peut-être, chacune, je sais pas, à peu près. Et ce que j'ai vu, c'est qu'elles étaient noires de monde. Le wagon sur lequel j'étais était un des premiers du train. Et les premiers, lorsqu'on était sous la première passerelle, les gens nous ont jeté du pain. C'était déjà formidable, parce qu'il n'y avait pas de pain. Alors maintenant, évidemment, ça paraît banal, hein, on va aux zoos pour donner du pain aux ours, et on achète du pain chez le boulanger, on prend 3 kilos et on va le donner aux ours. C'est tout ce qu'il y a de plus banal. Vous doutez que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passait à ce moment-là. Du pain, ils n'avaient pas de pain. Et ils ont quand même trouvé du pain à donner à ceux qui avaient un petit peu plus faim qu'eux. Alors déjà, quand vous assistez à ce genre de choses, ça vous remet un petit peu d'aplomb avec l'individu, avec l'humain, et vous vous dites que, ben oui, les êtres humains peuvent être formidables. Ils le sont sûrement, lorsque les circonstances permettent d'éclore leur bonté. Et puis, les SS ont pris d'un seul coup conscience qu'on nous jetait du pain. C'était pas autorisé de nous jeter du pain. Alors, quand on est passé sous la 2e et 3e passerelle ensuite,
ils ont tiré à la mitraillette sur tous les gens qui nous jetaient du pain. Et ce que je vous demande de croire, parce que le héros, c'est pas moi, c'est eux. Moi, je ne suis rien dans cette affaire. Je n'en ai pas vu un seul partir. J'ai envoyé certains tomber, morts, blessés peut-être. Et ils continuent à nous jeter du pain. Et c'était étonnant. Pour moi qui ne suis pas religieux, j'avais l'impression que le pain venait du ciel et la mort venait de la terre. C'était horrible, mais c'était aussi formidable. Et c'est vrai que parfois, les choses formidables jouxtent l'horreur. C'est horrible. Mais ces êtres-là ont fait leur métier d'homme, tout simplement. Ils sont devenus des hommes ce jour-là, peut-être. Car on n'est pas né homme, on le devient, comme vous le savez. Et ce jour-là, c'était devenu des hommes. Voilà. Est-ce que les gens dans le wagon arrivaient à réceptionner le pain? Les autres, oui, moi pas. Moi pas, j'étais trop malade, j'avais le typhus à ce moment-là. Et donc, j'ai rien attrapé du tout. On se battait même, il a fallu se battre. Comme je sais pas, je pouvais pas me battre. Comment me battre? J'avais pas la force. Alors j'ai rien attrapé du tout, mais c'était pas important. C'était pas ça l'important. L'important c'était ce qui se passait dehors. Et c'était formidable. Et c'est vrai que quand on assiste à ça, après ce qu'on a connu, après que on ait vécu au sein d'une barbarie inqualifiable, on se dit que non, les êtres ne sont pas que barbares. Les êtres humains sont aussi ça. Les bouddhistes disent avec juste raison que les êtres humains sont noirs et blancs, tout à la fois. Et c'est-à-dire que tout à la fois, comme on le dit en Occident, que les êtres humains sont capables du meilleur et du pire, on dit comme ça, vous avez entendu ça 1000 fois. Et je crois que là, vivre ça m'a prouvé que les êtres humains pouvaient être aussi formidables. Formidables, hors du commun. Et ça rabiboche un petit peu. C'était une forme de premier retour, en fait, dans le monde des hommes, en fait, ça a été le premier, épisode. Pour moi, oui. Oui, pour moi, outre le fait du professeur Weitz qui m'a montré beaucoup de sympathie et en me prenant avec lui, en m'hébergeant aux rivières. Mais outre cela, oui, c'était la première fois. Oui, la première fois où je redevenais, où je sortais de l'obscurantisme pour rentrer dans autre chose. Parfois aussi obscur, mais sûrement meilleur. Cette errance que vous décrivez, donc, qui a été... vous ne savez plus où s'est déroulé cet épisode? Oui, pas du tout. C'était en Tchécoslovaquie. Ça, je suis convaincu, puisqu'on a été libérés très peu de temps après, quelques jours après que j'ai été libéré à Prague, donc j'en conclus que c'était en Tchécoslovaquie. Vous étiez donc passé d'Auschwitz, vous étiez revenu en Allemagne, et puis vous étiez repassé en Tchécoslovaquie. Je ne peux pas vous dire, c'était dans les Sudètes, tout ça, hein, vous avez les allers-retours comme ça, par des voies incroyables. Mais qu'est-ce que je fais avec ce truc, moi? Voilà. Pardonnez-moi, parfois, j'ai pris beaucoup de café aujourd'hui, c'est pour ça que j'arrive pas à me contrôler. C'est pas bien, ça. Je suis pas content quand je n'arrive pas à me contrôler. Je suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que j'estime que ma sensibilité m'est personnelle, et pourquoi la communiquer aux autres? J'ai aucun droit de cela. J'ai aucun droit. C'est un petit peu comme l'amour, ça. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un que pour autant on a un droit sur lui, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour ma sensibilité. Ma sensibilité, je dois essayer d'apprendre aux autres ce que sont vraiment les êtres humains, certes, mais
mais je n'ai pas le droit de les amener, de les entraîner dans mon propre délire subjectif. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup. Excusez-moi, je vous arrête. Le retour dans un monde qui serait l'anti-monde du camp, qui serait l'antithèse du camp. Pas utopique, mais symbolique sûrement. Sur le plan symbolique, c'est absolument évident. Hein, c'était l'antithèse de la barbarie. Et puis c'était la certitude que j'avais enfin devant moi des êtres humains. Que l'humain, ça n'est pas que le camp. Et que le camp était un épisode accidentel de l'humain. Et que l'humain, c'est autre chose que ça. Mais c'est très important, là, ce que vous dites, parce que... Est-ce que vous continuez à le croire, ça? Bien sûr. Plus que jamais. Parce que est-ce qu'on peut pas se dire... Enfin, évidemment, chacun ensuite suit un chemin qui lui est propre, et tous les anciens déportés n'ont pas la même vision des choses. Mais ce qui est très tragique dans les suicides d'anciens déportés, par exemple celui de Primo Levi, bien entendu, c'est que c'est comme si cette rédemption, ce monde de l'anti-camp en quelque sorte, cet autre monde radical du camp, avait été impossible à trouver. Peut-être que c'est moi qui l'interprète comme ça et que c'est pas une bonne interprétation. Nous en parlerons avec le troisième, je crois, volet de votre questionnaire, qui est le retour. Et évidemment que le suicide de Primo Levi, que le suicide de Bruno Bettelheim et que le suicide de beaucoup d'autres est très très important en cette affaire. Et nécessite une réflexion très particulière. Comment avez-vous été libéré et où? Nous étions donc sur ces wagons découverts comme ça. Combien de temps après l'épisode du pain, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, puisque, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, tout c'est très intemporel, donc je ne sais pas du tout. Comme en plus j'avais beaucoup de fièvre, puisque j'avais le typhus. Donc je ne sais pas. Toujours est-il qu'à un certain moment, on s'est arrêté dans une gare. Et dans cette gare qui me paraissait grande, une gare importante, les SS sont passés sur le quai de la gare et on dit dans toutes les langues que les malades descendent. Et là, je l'ai entendu en français. Et c'est la seule fois où l'espérance n'existait plus. Je voulais mourir, j'avais décidé de mourir. Calmement, j'avais décidé de mourir, car j'avais décidé de mettre fin à ce qui était plus supportable. J'étais trop maigre, j'étais trop fatigué, j'étais trop. Et quand c'est trop parfois, eh bien, la mort est une délivrance. J'avais donc décidé de mourir. C'est pourquoi j'ai demandé à mes compagnons qui étaient sur le wagon de m'aider à descendre, car seul je ne le pouvais pas. Et ils m'ont pris par les pieds et les mains, ils m'ont presque jeté sur le quai. On était une centaine à être descendus comme ça. À peu près de ce long train. Et puis, le train est reparti. Et quand le train était au loin, alors que les Allemands à Wehrmacht étaient encore dans cette ville qui était Prague, les SS ont enlevé leurs uniformes et c'était des résistants tchécoslovaques qui nous avaient libérés comme ça. Et c'était incroyable. Tellement incroyable que jamais je ne raconte cette histoire à ceux qui ont quelque velléité de faire des films, car ils le mettraient dans un film et personne ne le croirait. C'est incroyable. Nulle part je n'ai entendu cette histoire. Je pense être le seul rescapé de cette affaire. On est une centaine, et là il s'est passé plusieurs choses. Alors que le train était parti et que des résistants étaient là, il y avait la Wehrmacht, on a vu des soldats militaires, des soldats allemands, qui étaient dans cette ville qui était Prague, et j'ai appris à ce moment-là que c'était Praga. Donc Prague, ou Prague, je ne sais plus déjà. Et ils ont tout regardé, ils ont laissé faire les choses, parce que c'était plus les SS. Les SS, comme vous savez, étaient les volontaires. Alors que là, c'était des gars de la Wehrmacht, enrôlés de la Wehrmacht, c'était des troufions, comme tous les troufions du monde. Et comme c'était la fin de la guerre, ils n'en avaient plus rien à foutre. Donc ils ont laissé faire les choses. Et d'un seul coup, sont arrivés plein de types avec des brancards. Et moi qui ne savais plus ce que c'était qu'un lit depuis que j'avais quitté Auschwitz,
au mois de janvier, je ne savais plus. Jamais je n'avais retrouvé de lit dans aucun camp, puisque jamais on ne s'arrêtait une nuit dans un camp. On dormait où on pouvait, soit dans les champs, quand les SS nous arrêtaient là, soit dans une grange une fois, il me souvient, soit sur le train dans lequel nous étions. Sur ce train dont en particulier, quand il y avait des morts, on les alignait, le long des parents, on s'asseyait dessus même. Vous voyez comme quoi on méprisait la mort à ce moment-là. Chose que je serais incapable de faire maintenant, bien sûr. Et on s'asseyait dessus, était-il mort ou à moitié mort, je ne sais pas. Mais enfin, j'espère qu'il l'était complètement. Et donc, d'un seul coup, sont arrivés des gens avec des brancards. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression que je redevenais quelque chose d'autre qu'un Häftlinger, c'est-à-dire un déporté des camps, que je redevenais un être humain, tout bêtement, puisqu'on m'a mis un brancard, et qu'on m'allongeait sur ce brancard. Et c'est une sensation, une espèce de bizarre, faite tout à la fois de plénitude, bien sûr, puisque quelque chose de nouveau était changé, n'est-ce pas? Alors que je m'attendais à être tué, c'était ça. Et c'est pour ça que j'étais descendu du train. Eh bien non, on ne me tuait pas, on me mettait sur un brancard. Et on était allongés, comme ça, dans cette salle, très grande salle de cette gare. Toutes les centaines que nous étions, la centaine à peu près, je l'estime à peu près une centaine. Et là, il s'est passé quelque chose de drôle. Plein de femmes sont arrivées dans cette gare. Parce que tout se sait très vite, vous savez. Et elles ont recouvert nos brancards de bonbons, de tout ce qu'on peut imaginer, de gâteaux. Alors que les Allemands étaient encore une fois là, n'est-ce pas? Et c'était extraordinaire, elles pleuraient. J'en ai entendu une même parler français. C'était étonnant, cette sensation que j'avais. Et pourtant, je n'étais pas libre. Parce que je n'étais pas encore libéré au sens vrai du terme. Et j'avais pas la force de lever le bras pour aller me chercher un petit gâteau, un petit bonbon, ou ce dont je rêvais, bien sûr. On nous a mis ensuite dans une ambulance. On est arrivé, ou du moins me concernant, je pense les autres aussi, à l'hôpital Boulovka, qui est un vieil hôpital de Prague qui existe encore. Et là, l'infirmière nous a tout piqué. Et ça a été l'horreur. Et je me souviens, maintenant, avec beaucoup de sympathie et de tendresse pour cette femme, dans ma tête, je me suis dit, la salope, elle me pique tout. Tout ce dont j'étais persuadé de me régaler le soir même. Et bien sûr que j'ai appris après, quand je suis revenu après, qu'elle nous avait sauvé la vie, qu'elle l'avait pas pris pour elle, évidemment. Mais sur le moment, j'avais cru ça. C'était extrêmement douloureux de voir tout partir comme ça. Et puis voilà, et je me suis retrouvé à l'hôpital de Prague. Elle vous avait sauvé la vie, bien entendu, parce qu'il vous fallait un régime alimentaire particulier. Il fallait me réapprendre à manger. Si j'avais dû manger tout ce qu'il y avait sur le brancard, je serais mort. D'ailleurs, on cite à Buchenwald, je crois, certains cas où vous aviez des déportés libérés par les troupes américaines, qui sont arrivés avec leurs gros sabots, et qui, voyant ces pauvres types mourir de faim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché partout des choses à leur donner à manger. On ne connaissait pas ce qu'on appelle maintenant la pathologie des grands dénutris. On ne savait pas ce que c'était qu'un grand dénutri à l'époque. Et ils leur ont donné du corned beef, du bœuf angelé, qui est très bon d'ailleurs, j'en ai goûté après la guerre. Et puis ils sont morts, les types. Ils se sont jetés là-dessus. Vous imaginez comment ils sont morts, parce que leur métabolisme ne pouvait pas assimiler tout ça, et ils sont morts. D'intoxication, on peut presque dire. Donc il a fallu nous réapprendre à manger, et c'est pour ça, bien sûr, que l'infirmière a tout enlevé. Donc vous étiez dans cette situation finalement ambiguë, où vous étiez à la fois libre et pas libre. Enfin, combien de temps ça a duré? Enfin, je sais que le temps est... que la mesure du temps... 40 ans, madame. Ça a duré 40 ans. Parce que la question essentielle est de savoir qu'est-ce que c'est que la liberté. Est-ce que la liberté, c'est simplement se mouvoir librement, aller où bon nous semble? Est-ce que c'est simplement ça? Est-ce que la liberté, c'est pas aussi pouvoir
évoquer le passé sans trop souffrir, c'est-à-dire être avec une espèce de distanciation par rapport au passé. Je crois que c'est surtout ça. Et ce temps-là, quant à moi, il m'a fallu 40 ans. 40 années au cours desquelles je n'ai parlé ni à mes enfants, ni à mes épouses. Je me suis marié 2 fois. Je n'ai rien expliqué, jamais. Oh, ils ont su très vite que mes parents étaient morts. Ils ont dû demander, je pense, à mon épouse, papa, il a bien un père, une mère, où ils sont. Et mon épouse a dû leur dire la vérité. Mais à moi, jamais, ils ne m'ont posé la moindre question, parce que autant moi, je ne voulais pas les impliquer dans mon histoire, j'estimais ne pas avoir le droit de les impliquer dans cette histoire qui était mienne. Autant eux, de leur côté, ne voulaient pas éveiller en moi des choses douloureuses. Alors, ils ne m'ont posé aucune question. On va y revenir à l'instant. Mais si on revient à ce moment, au printemps de Prague, oui. Comment vous avez été libéré là, matériellement, et je ne parle pas psychiquement, évidemment, mais... Matériellement, c'est comme ça. Je me suis retrouvé à l'hôpital Boulovka. Je suis resté quelques longues semaines, parce qu'il a fallu me soigner, puisque je suis revenu en France au mois de juillet 1945, et que, ou fin juin 1945, et que tout ça se passait au mois de mai 1945, début 1945, avant l'armistice qui a été signé le 8. Mais le jour, ça j'en sais rien, le jour de mon arrivée à Prague, je ne sais pas. Et pendant tout ce temps-là, je me savais libre, mais je n'étais pas libre. Et il me souvient d'une fois où, dans cette grande salle dans laquelle j'étais couché, vous savez, les hôpitaux à l'époque, c'était pas des petites salles, c'était des grandes salles communes, avec des lits comme ça, c'était partout pareil. À Paris, c'était la même chose. Hein. Et il y a un Allemand, un gars de la Wehrmacht qui est venu, puis il a regardé les malades comme ça, et puis son regard s'est arrêté sur moi. Et j'ai senti qu'il ne me regardait plus que les autres, et plus longtemps que les autres. J'étais encore tondu, j'étais très maigre, et à l'évidence, je ne revenais pas d'une cure de jouvence. Et donc, j'étais effectivement un ancien déporté. Il n'a rien dit. Il a continué à regarder les autres et est parti. Qu'auraient fait les médecins s'il avait dit quoi que ce soit? Mon optimisme fait que je pense qu'il n'aurait pas laissé faire les choses. Mais j'en sais rien. Mais en fait, toujours est-il, ça s'est passé comme ça. Et puis, voilà, je suis resté à Prague quelque temps, et puis je suis revenu en France. Comment, avec des prisonniers, vous êtes Non, revenu? pas du tout, absolument pas. Il y avait une salle commune dans laquelle il y avait des malades. Mais dans le train, je veux dire, qui vous ramenait en France? Mais je suis revenu en avion. En avion? En avion sanitaire, oui. Je suis revenu en brancard, parce que j'étais sur brancard. Et c'était étonnant, parce que la différence qu'il y avait entre la façon avec laquelle j'ai été reçu à Prague, comment étaient les gens autour de moi. Je me souviens, je ne sais pas qui était cet homme d'ailleurs, c'est sûrement un homme important, parce que dans le lit qui était juste à côté du mien, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Kourdalipovski, et son nom m'est revenu comme ça, tout le temps je l'ai en mémoire. Et quand il est arrivé, plein de gens sont arrivés autour de lui. Je crois qu'il avait été aussi dans une prison, je ne sais pas quoi. Ça devait être un homme politique, je pense, enfin important. Et c'est lui qui m'a donné mon premier argent de chèque lorsque Vera, l'infirmière, m'a fait sortir de Prague quand j'ai pu, de l'hôpital, pardon, quand j'ai pu marcher un peu. Elle a voulu que je voie l'infirmière, un peu sa ville, donc je suis sorti un petit peu avec elle. Et ça, je me souviens de ça. Mais il n'y avait pas que des déportés qui étaient dans cette salle commune, il y avait des malades. Donc là, déjà, je n'avais plus de contact avec des gens qui avaient été déportés. Mais il y avait tellement de chaleur, tellement de gentillesse, tellement de prévenance. Tous ces gens qui étaient là étaient tellement de petits soins, pas simplement parce que c'était du corps médical, mais aussi parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient, n'est-ce pas? Que lorsque je suis arrivé en France et que l'avion est revenu au Bourget,
Quand dans l'avion, déjà, j'ai demandé à la FAT, c'était à ce moment-là les femmes militaires, qui étaient infirmières sûrement. Je lui dis comment ça se passe à Paris. Elle m'a dit qu'il y avait encore des tickets de rationnement. Je dis quoi? Un an après, encore des tickets de rationnement, parce que Paris a été libéré le 25 août quand même, de l'année précédente. Et ça me paraissait tellement incroyable et que ça m'a fait un choc. J'avais l'impression que nous, une fois libérés, ça y est, tout revenait normal. Vous savez, j'étais un gamin, comme j'avais 18 ans. En fait, j'étais un gamin qui connaissait beaucoup de choses, mais qui avait appris beaucoup de choses, mais il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, dont en particulier ça. Alors ça m'a fait un choc terrible, ça. Et puis nous sommes arrivés au Bourget, et alors qu'on avait quitté l'aéroport de Prague, entouré par des gens qui nous avaient accompagnés avec chaleur, parce que ces gens sont très chaleureux, très avenants, nous arrivons en France, et sur le terrain d'aviation, il n'y avait personne. Alors que l'arrière de l'appareil s'est ouvert, c'est comme ça, les gros porteurs, vous savez, les militaires, qui à ce moment-là portaient, parce qu'on était avec des grandes sangles sur nos brancards, on s'attendait, je ne sais pas, à trouver des gens pour nous accueillir. Au moins ça, il n'y avait personne, rien. Pas la plus petite dernière secrétaire du dernier petit ministère. Rien. Ce choc a été terrible. Et tout près de l'avion, qu'est-ce que je vois? Je vois un autobus. Un autobus de la RATP. Peut-être le même que celui qui m'a amené de Drancy à la gare de Bobigny. Peut-être avec le même chauffeur. Et lorsqu'on a pris cet autobus et qu'on a traversé à un certain moment Paris, pour nous rendre dans un grand cinéma, je crois que c'est le Rex, mais j'en suis pas sûr. Peut-être était-ce le Gaumont, je ne sais pas du tout. Soit-il, c'était un grand cinéma où ils nous ont parqués là-dedans, vraiment parqués. Et les gens nous regardaient passer comme si nous étions transparents. Ils regardaient sans nous voir. On n'existait pas. C'est, je crois, le regard de ces gens qui a aussi entraîné mes 40 ans de silence. Du moins, je l'ai interprété comme ça. On avait l'impression qu'on n'était rien, qu'on regardait derrière nous, comme si vous étiez en verre. Enfin, cette impression-là, moi, je l'ai vue de façon très intense. Aucune chaleur, aucun sourire, rien. Des gens qui regardaient sans voir, vous savez, ça existe, ça. Et puis, on est arrivé dans cette grande salle de cinéma, où alors là, il s'est passé la chose la plus incroyable qu'on puisse imaginer. On a été interrogé par le deuxième bureau. Le deuxième bureau, le service du contre-espionnage français. Oui, la carte de rapatrié que j'ai encore, qui est en loc chez moi, mais que j'ai encore, il y a le tampon du deuxième bureau. Comme si nous étions des espions. Et alors, dans cette salle où nous étions assis sur ces sièges de cinéma, les gens rentraient un petit peu, nous regardaient comme s'ils rentraient dans un zoo, et puis repartaient comme ça. C'était surréaliste, absolument surréaliste. Mais tout était fait vraiment pour qu'on reste notre coquille, je vais vous dire. Je ne dis pas que c'était de propos délibéré, que ce n'était pas une règle d'État qui faisait bien sûr qu'on reste dans notre coquille, bien sûr que non. Mais les gens se sont comportés de telle sorte qu'on est resté dans notre coquille, du moins me concernant. Et ce traitement spécial, vous croyez vous étiez réservé parce que vous arriviez de Prague? Je sais pas. Parce que souvent les déportés étaient envoyés directement au Lutetia? Après, après, Lutetia, c'était le soir même ou le lendemain. Non, le soir même, puisque je n'ai couché nulle part ailleurs. Donc c'était le soir même. Je ne sais pas. Toujours est-il, on a tous la même carte de rapatrié. Et elle est toute signée plus ou moins par le deuxième bureau, donc je sais pas. Je sais pas du tout si c'était vraiment comme ça. Enfin, c'était bizarre. Et puis, après on s'est retrouvés au Lutetia. Et ça, ça a montré à la Capitale française l'inorganisation française. Je suis resté 3 jours au Lutetia.
J'avais donné notre adresse de Clermont-Ferrand en espérant que mon frère ou ma sœur aînés qui n'ont pas été déportés. Mais j'ai appris après que mon frère l'a été aussi. Mais lui, en tant que déporté du travail. Donc il a beaucoup moins souffert, évidemment. Mais enfin, je ne le savais pas à ce moment-là. Ben, j'avais tout donné et personne n'a rien fait. Et il a fallu, et ça je l'ai appris après, 3 jours après, qu'une amie de ma mère, qui faisait partie de ces juifs volontaires, qui étaient près de ceux qui étaient au Lutetia, disent à je ne sais pas qui, une secrétaire ou une infirmière, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un Braun et la femme dit, s'il y a un Braun, elle regarde dans la liste, mais ce n'était pas mon prénom, ni le prénom d'aucun de mes parents. Et cette femme dit, ben non, c'est pas, ça je connais pas. Et une autre, à côté, dit, ah mais il y a un Braun Saint-Marcel qui est au 3e étage. Et on est venu me chercher, je suis allé ensuite chez elle, où j'ai rencontré ma sœur aînée. Voilà, mon retour à la vie civile. On change sa chute par rapport à Prague, enfin par rapport à la Tchécoslovaquie. Comment sa chute? C'est une cataracte. Oui, bien sûr. Parce que personne ne s'occupait de personne. Parce qu'on m'a donné à ce moment-là 7500 francs anciens. Démerde-toi avec ça. Et puis c'est tout. Parce qu'on m'a donné des tickets. Mais il fallait-il encore s'acheter un costume, j'avais pas les moyens. Parce qu'on m'a donné ce que tous les Français avaient encore. Je ne sais plus de quoi, mais on avait encore un ticket. Il y avait, je crois, encore le ticket pour le tabac, mais je ne fumais pas. Mais enfin, oui, ça chute beaucoup. Oui, beaucoup. C'était très, pour moi, ça a été très mal vécu. Comment sont passées les retrouvailles avec votre sœur, vous qui étiez dépositaire de cette connaissance-là, vous qui aviez vu vos parents et votre sœur partir? C'était très émouvant. C'est la fois où là, comme je vous l'ai dit, j'ai pris conscience que je ne reverrais pas ma mère, ni mon père, ni ma petite sœur. Et j'ai pleuré avec ma sœur. Et là-dessus, elle m'a dit, il ne faut plus jamais pleurer. Et je lui ai promis de ne plus jamais pleurer en public. Et vous voyez, là, je n'ai pas tenu parole aujourd'hui. Mais pendant ces 40 années de silence, où il m'arrivait souvent de pleurer quand j'étais seul, le soir dans mon lit, quand mon épouse dormait, que j'évoquais tout ça, jamais en public. Jamais. Donc j'ai à peu près tenu parole. Est-ce que votre sœur vous a comprise? Est-ce que vous avez pu parler avec votre sœur? Non. Non, ma sœur a été très traumatisée par tout ça. Je crois maintenant que 60 années se sont passées, qu'elle est toujours vivante, Dieu soit loué, qu'elle est très active, bien qu'elle ait 84 ans et qu'elle voyage sans arrêt autour du monde. Pour elle, elle ne veut pas évoquer ce passé. Elle ne veut pas. Pour elle, non pas qu'elle ne le veuille pas, en ce sens que ça n'a pas existé, mais je me demande si elle n'a pas souffert davantage que moi. Oui, ça vous paraît invraisemblable. Elle est restée pendant une année dans un appartement où nos amis, justement, ceux qui avaient prévenu mon père que nous allions être arrêtés, l'ont cachée. Et elle a mal vécu cela. Vous savez, il n'y a pas d'échelle de grandeur, il n'y a pas d'appareil de mesure de la douleur. On ne peut pas dire, moi je souffre plus que toi et ma douleur est tellement plus importante que la tienne n'a pas d'importance, c'est pas vrai. Et c'est l'ancien médecin qui vous dit ça. Bien sûr qu'il n'y a pas d'appareil de mesure. Donc on ne peut qu'apprécier l'importance de la douleur ou de la souffrance aux réactions qu'ont les gens. Et quand je vois les réactions de ma sœur, qui ne veut plus entendre parler de ça, qui, chaque fois que j'évoque ne serait-ce que des fêtes juives que je ne respecte pas, puisque je suis toujours agnostique, elle dit « Ah bon, moi, qu'est-ce que c'est que ça ?» Comme si ça n'existait pas. Je pense qu'elle... Oui, elle s'en est pas sortie. Oui. Mon frère, beaucoup moins. Ou du moins,
ou du moins il n'en témoigne pas, mais ni avec elle ni avec mon frère, je n'ai évoqué Auschwitz. Jamais. Jamais. Ils ont appris un peu ce qui m'était arrivé, un peu seulement. Lorsque FR3 a fait un film récemment sur nous, sur ma famille, sur mes 4 enfants et moi, et qu'ils ont assisté à la première de ce film, avant qu'il passe à la télévision. Et là, ils ont appris des choses, on n'en a pas reparlé depuis. Je crois que là, ils ont appris des choses, oui, qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce que aussi, et la question qui va suivre pourrait paraître très plaquée, et croyez enfin, qu'elle ne l'est pas, qu'il n'y avait pas une forme de culpabilité, de honte chez vous, d'être... Vivant ? D'être vivant, d'avoir... Bien sûr que si. Et bien sûr, j'ai souffert de 3 choses à mon retour. Car voilà une question que souvent me posent les enfants dans les écoles. Ils me disent, comment avez-vous revécu ça, n'est-ce pas ? Après ça, comment avez-vous pu revivre ? Et autant je leur dis, si j'ai vécu et survécu à Auschwitz, c'est grâce à 3 paramètres. La chance, indiscutable, et ça c'est pas non plus mesurable. L'espérance, indiscutable. Et cette possibilité que j'avais de m'évader par le rêve et par l'imaginaire, autant j'y réponds aussi par un triptyque, et je leur dis que j'ai souffert de 3 choses quand je suis revenu. D'abord, le fait de m'accepter en tant que juif. Ensuite, le fait de pouvoir parler, ou du moins, c'est pas exact ce que je viens de dire, ou du moins de souffrir de l'impossibilité de parler, car j'avais l'impression que les gens qui m'entouraient ne m'auraient jamais cru. Et qu'il y avait cette impossibilité de communiquer les choses. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis tué. Enfin, la 3e, c'était cette culpabilité. Oui, j'ai vécu ça de façon très intense. De façon très intense, j'ai vécu la culpabilité, non pas d'être sorti de là-bas, mais de vivre parce que mes parents étaient morts. Bien sûr que je n'étais pas responsable de la mort de mes parents, c'est bien évident. Mais je me sentais complètement coupable. Et cette culpabilité, alors que les parents les mettent toujours sur un piédestal, et que les mettre sur un piédestal implique, bien évidemment, que vous les considérez comme meilleurs que vous-même. Vous êtes vivant, eux ne le sont pas. Il y avait là donc une injustice dont j'étais l'objet. Cette injustice-là a fait, oui, que je me suis senti coupable de vivre. Bien sûr. Pas par rapport à tous ceux qui étaient morts là-bas. Non, par rapport à mes parents. Et cette culpabilité-là, je l'ai traînée de très nombreuses années. Oui. Et je crois que c'est pas exceptionnel, vous savez. Vous qui avez fait plein d'interviews, vous vous rendez compte sûrement que plein d'autres que moi ont senti cette culpabilité-là. Et cette culpabilité était difficile à vivre. Difficile. D'abord, être juif. Avant la guerre, on m'aurait demandé « Qu'est-ce que tu es ?» J'aurais dit « Bien, je suis juif. » Et si on m'avait dit « Qu'est-ce que c'est qu'être juif ?» J'aurais dit « Je ne sais pas. » Comment j'aurais pu savoir ce qu'était qu'être juif, alors que je n'avais pas de rite, par le fait des fêtes, par le fait des commémorations de la religion qui me permettaient, grâce à ces repères, de m'identifier à cette communauté. Je ne savais pas ce qu'était la culture juive, évidemment que je ne savais pas. Et tout ça, je l'ai appris après, et maintenant je la revendique en tant que culture qui est la mienne. Et je la revendique non pas comme étant la meilleure des cultures, mais étant une culture qui mérite d'être développée puisque c'est la mienne, tout simplement. Et cette culture-là était difficile aussi à accepter le fait que je sois juif. C'est-à-dire mon numéro, par exemple, était une chasse permanente contre le passé. J'étais en seconde année de médecine lorsque j'avais décidé de me faire enlever ce numéro qui m'était trop pénible.
Or, le numéro, c'est facile à enlever, il suffit de pincer la peau sous anesthésie locale, on coupe et on recoud et c'est fini. Et j'avais pris rendez-vous avec le chirurgien, l'interne en chirurgie, là pour l'après-midi. À ce moment-là, j'étais très copain avec une bande de Noirs américains, dont un qui s'appelait Joe, qui était un type formidable, parce qu'à l'époque, il y avait un numerus clausus aux États-Unis, il ne prenait qu'un certain nombre de Noirs dans les universités. Ceux qui voulaient faire médecine allaient soit au Canada, soit à Londres, soit à Paris pour certains. Il y avait une dizaine, une quinzaine qui étaient à Paris. Et j'ai eu une chose très étonnante, moi qui suis très imaginatif, comme ça, toujours très, un peu schizophrène, donc comme ça, sur les bords. Lorsque le matin, j'avais pris rendez-vous avec le chirurgien, j'ai eu devant mes yeux comme ça le regard de Joe qui est passé, et j'ai eu honte. Et je me suis dit, mais c'est épouvantable parce que lui, il ne peut pas cacher qu'il est noir. Et moi, par le fait de décider de faire enlever ce numéro, qui était pour moi le témoignage de la marque infamante, je la vivais comme cela encore, d'être juif, j'ai eu très très honte et j'ai décommandé ce rendez-vous. Et j'ai toujours mon numéro. Parce que ce numéro était difficile. En 1947, il a fait une chaleur terrible. Puisque je ne parlais à aucun de mes amis, que j'avais été déporté, jamais, je n'en parlais pas. Quand j'étais revenu de la vie civile, je repesais un poids normal, donc tout allait bien. Personne ne me disait pourquoi t'es si maigre, n'est-ce pas? Ils ne m'avaient pas connu maigre. Et en 1947, il faisait tellement chaud, comme mes copains étaient toujours en manche courte. Certains me disaient, mais prends une chemise Lacoste, c'est comme ça qu'on appelait les chemises à manches courtes à l'époque. Et moi je disais, mais j'avais pas chaud. J'avais toujours des chemises longues comme ça. Et je suais tellement, je transpirais comme une vache, parce qu'il faisait très très chaud. Mais je voulais pas leur dire que c'était pour pas montrer mon numéro. Et c'était très difficile. Je me souviens même qu'une fois, j'ai fait une fausse déclaration. J'avais rempli, je ne sais plus quel papier. Et sur ce papier, je ne sais plus pour quel ministère c'était. Alors ça, je m'en souviens plus, ça n'a pas eu grand retentissement, puisqu'on m'a jamais eu. J'en ai jamais entendu parler. Mais comme on m'avait demandé le camp dans lequel j'étais, j'avais dit Leitmeritz, c'était un des camps dans lequel nous étions passés. Et je n'osais pas dire que j'étais à Auschwitz, parce qu'à Auschwitz, il n'y avait pratiquement que des juifs, du moins pour les Français. Et c'était signé mon appartenance à cette culture, que je refusais complètement à l'époque. C'était pas facile. Ah, vous la refusiez complètement? Complètement, oui. Parce qu'on pourrait imaginer que le numéro, finalement, fait partie d'une... C'est pas simplement le déni de l'identité juive, que c'est finalement vouloir rompre avec une histoire individuelle qui est celle du camp. Mais pour vous, finalement, c'était complètement relié à un destin collectif. Ah, complètement, oui. Et donc, dans l'immédiat après-guerre, vous n'avez plus voulu être juif? Non, si bien sûr que si, puisque je n'ai pas changé de religion. Mais disons que je me sentais comme ce judaïsme que j'avais là était comme une tare, était comme un poids énorme, une chape de plomb qui m'écrasait, que je n'arrivais pas à liquéfier. Et ce judaïsme-là, qui était l'évidence de mon appartenance, mais qui ne voulait rien dire dans ma réflexion, a été très très difficile à supporter. Je n'ai jamais regretté d'être juif. C'est une autre démarche, celle-ci, n'est-ce pas? Je n'ai jamais regretté d'être juif. Jamais à aucun moment il ne m'est venu l'idée de ne plus l'être. Mais la difficulté a été d'accepter et même de revendiquer maintenant cette culture que je revendique complètement. J'imagine que la question s'est posée avec beaucoup d'acuité à la naissance de vos enfants, oui. Au moment de votre mariage, j'imagine déjà. Parce que, alors, juste pour reprendre quelques repères temporels, vous avez donc entamé des études de médecine en quelle année, à peu près? Écoutez, là, faut-il encore que je revienne en arrière. J'ai soutenu ma thèse en 1957. J'ai dû passer mes bacs en 48, parce qu'à l'époque, on passait 2 baccalauréats. J'ai dû faire mon PCB en 49.
Et je suis monté à Paris en 50. J'ai fait ma première année de médecine, voilà, à peu près. Je me suis marié, c'est tout à fait ça. Et maintenant, j'ai un repère. Oh, dites donc, ça y est. Me voilà rentré dans la temporalité. C'est extraordinaire. Car je me suis marié en 52, année de naissance de mon fils, qui était commandé un petit peu avant le mariage. Et donc, je me suis marié en 52, il est né en 52. Donc ça, c'est un repère pour moi, très net. J'avais rencontré des gens charmants, dont une femme en particulier adorable, qui avait une fille superbe. J'ai épousé la fille. J'aurais peut-être dû épouser la mère, je sais pas. Et enfin, toujours dit, j'ai épousé la fille. Mais on est très copains maintenant. Hein. Ça a été long, moi, après. Maintenant, on est très copains. Avec qui? Avec mon ex-femme. Ah, d'accord. Et mon ex-belle-mère aussi, oui. On fait souvent le Noël, toujours d'ailleurs, Noël ensemble, et on dîne souvent ensemble. Avec mon ex-femme et ma femme actuelle, qui se tutoie, tout le monde se tutoie, tout ça. Tout ça va très très bien maintenant. Enfin, ça a été difficile au début. Et elle n'était pas juive. Ce n'est pas par hasard. Bien sûr. Elle n'était pas juive. Mon fils aîné s'appelle Didier. Ma deuxième Françoise, pour bien identifier son appartenance à la France. Il est vrai qu'elle est née le 15 juillet, c'était tout près du 14. Mais alors que mes deux autres enfants s'appellent respectivement Malka, quant à ma fille qui est l'aînée des deux, et David quant au deuxième, qui eux revendiquent complètement leur culture juive. Curieusement d'ailleurs, mes grands-enfants, alors que leur mère ne l'est pas, se sentent complètement juifs. Peut-être même avant que moi-même, je ne sais pas. J'ai pris conscience de cette appartenance. Et ma deuxième épouse est juive, elle. C'est pas non plus par hasard, je pense. Je crois pas au hasard, vous savez. Je crois que c'est Cocteau qui a dit « Le hasard, c'est l'action de Dieu quand il veut passer incognito. » C'est marrant. Et donc, comme je ne crois pas tout à fait au hasard, si la première ne l'était pas et si la deuxième l'est, c'est que je n'étais pas tout à fait le même lorsque je suis marié la première fois. J'ai eu très besoin de me marier très vite. Très très vite. J'ai besoin très vite de refaire, de créer artificiellement peut-être, une espèce de cocon affectif. Ma première épouse, comme la deuxième d'ailleurs, était ravissante. Et je l'aimais beaucoup, comme j'adore ma deuxième. Et j'ai toujours eu besoin de ça. J'ai besoin d'aimer peut-être plus que d'être aimé moi-même. Sûrement même. Mais ça, j'ai grand besoin de ça. Et ce besoin-là, pendant quelques années, ça a été bien, même avec ma première épouse. Quant à la deuxième, c'est très bien depuis 40 ans. Donc c'est pas mal. Vous parliez de hasard, j'imagine que ce n'est pas non plus un hasard complet si vous avez choisi de faire médecine. Bien sûr que c'est pas un hasard. Vous savez, il y a une chose qui n'est pas supportable dans la vie. Ce qui n'est pas supportable, ça n'est pas sa propre douleur qu'on peut complètement sublimer, qu'on peut dépasser, que l'imaginaire permet aussi, dans une grande mesure, d'occulter. Mais ce qui n'est pas supportable, c'est la douleur de l'autre. Et ça, j'ai jamais supporté. Je ne l'ai pas supporté là-bas. Quand je voyais des gens se faire battre, souffrir, je n'ai pas supporté. Pas plus que je ne supporte maintenant un enfant qui pleure. De douleur, bien sûr, pas de rage, mais de douleur. Un enfant qui a mal, je ne supporte pas. Et ça, je ne suis pas du tout blindé, vous voyez, pas du tout. Et j'ai toujours eu l'impression que seul le médecin pouvait être là pour supporter et calmer la douleur des autres. C'était un mauvais choix parce que il a fallu 7 ans de médecine, 7 ans d'études. Quand on n'a pas le rond, c'est pas facile. Il a fallu que je travaille aussi. Mon épouse, la première, travaillait aussi pour essayer de... C'était pas simple, quoi. C'était pas simple quand on n'a pas d'argent. Les études, ça coûte cher, quand même. Donc, tout ça n'était pas très facile. Et si j'avais été boulanger, c'eût été plus simple. Alors que c'est vrai que le boulanger soulage aussi la douleur de l'autre. Quand il a faim, ça fait mal. Bon, mais enfin, c'était pas de cette douleur-là dont il s'agissait. Et donc, j'ai été médecin. Pendant 20 ans, je n'ai pas pu l'être plus, puisque j'ai été malade. Et qu'il a fallu que je cesse ce qui fut le plus beau métier du monde. Pour moi.
J'étais médecin généraliste, par choix. Bien qu'à un certain moment, je dois vous dire, à un certain moment, m'a effleuré l'idée d'être psychanalyste. Puis j'ai eu la fausse d'éveiller des choses que je ne voulais pas éveiller. C'était à l'époque où j'occultais tout ça. Alors la peur a fait que... La peur de la réalité, peut-être, a fait que j'ai été généraliste. Un généraliste, c'est aussi un psychanalyste, quelque part. Hein? Voilà. Avant de... Excusez-moi, je vous arrête. C'est dans quelle mesure, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une expérience, mais enfin, le temps de votre vie en camp a été, j'imagine, déterminant pour, dans la suite, enfin, dans votre parcours de vie. Une question que je me pose, c'est dans quelle mesure, quand on continue à vivre ensuite dans l'après-guerre, le rapport qu'on a à la vie et le rapport qu'on a aux gens, notamment dans la manière de les appréhender, de les juger, dans quelle mesure est-ce que c'est rapporté ou non à l'expérience du camp? Est-ce qu'on se dit, par exemple, eh bien, celui-ci, il aurait été comme ça? Ou est-ce qu'il y a une forme, vous voyez, est-ce que le camp, l'expérience vitale ou non vitale du camp, est finalement une aune à laquelle on mesure beaucoup de choses le reste de sa vie? Et notamment dans le jugement des gens qu'on rencontre, notamment dans les situations de la vie quotidienne qu'on appréhende. Ben, j'y répondrai en vous disant que ça dépend, et je crois, des cas d'espèce, mais me concernant, pas du tout. Pas du tout. Jamais je ne me suis posé la question de savoir, en rencontrant un Allemand, qu'est-ce qu'il faisait à cette époque, et en rencontrant des gens nouveaux, qu'est-ce qu'ils auraient fait à cette époque-là. Jamais. Jamais. D'abord parce que c'est pas possible de répondre à ce type de questions. Parce que vous y mettez tellement de subjectivité que vous ne pouvez pas être objectif du tout. Comment savoir comment les êtres humains se comportent? Est-ce que le professeur Weitz savait avant qu'il soit déporté et avant qu'il soit à la Bouna, savait qu'il allait se comporter avec autant d'humanité dans un monde inhumain que furent ces camps? Personne ne peut dire ça. Au même titre que personne ne peut dire « Ah, vous en êtes sorti parce que... Mais moi, je serais mort. » Personne ne peut dire non plus ça. Je crois que ce serait relativement malhonnête que de vouloir à tout prix replacer dans ce contexte historique très spécial, très particulier, des gens que vous rencontrez dans d'autres circonstances. Vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, et je me garde bien de le faire. De là à dire que ma propre vie, que ma subjectivité, que ma réaction devant l'événement de la vie, les événements que la vie nous réserve, n'est pas en grande part dictée ou la conséquence de ce que j'ai vécu, oui, bien sûr. On n'est pas indemne de ce que l'on vit, à moins que, vraiment, il faut avoir un cœur de pierre pour que les expériences de la vie fassent que vous n'en tirez aucun profit. Oui, profit, je dis, c'est là sans trop exagérer. Je crois qu'à Auschwitz, quand on en est sorti, je crois que Auschwitz est un grand enseignement, est une grande école. Oh, certes, on la paye cher. La nuitée coûte cher dans cette école-là. Mais c'est une grande école. Les enfants me disent parfois, monsieur, que vous reste-t-il d'Auschwitz? Si vous deviez en un mot comme ça définir Auschwitz, qu'est-ce que c'est? Et souvent, je les vois scotcher lorsque je leur réponds. Pour moi, Auschwitz, c'est la vie. C'est ça qui me reste à Auschwitz, c'est pas la mort. Parce que lorsque tous les jours, il faut se battre pour vivre, se débattre dans ce qui est une forêt épouvantable, dans une jungle effroyable, quand tous les jours, il faut gagner sa vie, on peut presque dire, ne pas le gagner, pas au sens financier, mais gagner l'instant que l'on va vivre encore, eh bien, la vie a de la valeur. Et je crois que la vie a d'autant plus de valeur
quand on risque de la perdre à tout moment. C'est pourquoi, hein, ça paraît surprenant, mais c'est pourquoi, pour moi qui glorifie la vie et qui pense que c'est le plus beau des cadeaux, Auschwitz m'a appris ça. C'est aussi une école de la vie, ou du moins de l'amour de la vie, et non pas une école de la désespérance. Vous voyez dans quel sens je veux le dire? Et ça, j'insiste beaucoup. Ce qui n'est pas classique, beaucoup de déportés ne réagissent pas comme moi, et chacun a son propre vécu, et je ne dis pas qu'ils ont tort, et je ne dis pas que j'ai raison. Je dis que c'est comme ça que j'ai raison, parce que par devers moi, je réagis ainsi. Et d'autres réagissent autrement. Mais pour moi, oui, Auschwitz, c'est une école de la vie. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, vous savez. J'ai appris ce que c'était que le respect de l'autre. J'ai appris ce que c'était que vivre avec ceux qui n'ont pas la même culture que vous. J'ai appris ce que c'était que la liberté. J'ai appris ce que c'était que la faim, donc la possibilité de la rassasier. J'ai appris ce que c'était que vivre ensemble, tout simplement. La citoyenneté, c'est là-bas que je l'ai appris. Ce qu'on appelle maintenant cette citoyenneté, l'art de vivre ensemble, c'est là-bas que je l'ai appris. En même temps... Et en même temps, j'étais seul. C'est ça. Je n'ai eu aucun contact avec personne. Mais je l'ai appris là-bas parce que je voyais les autres se comporter ainsi. Parce que je voyais que les autres, pour vivre ensemble, devaient s'accepter. Quand on ne nous accepte pas parce que nous sommes juifs, ce judaïsme fait qu'on vous tue pour cela. Qu'on vous tue non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes. Ce qui est quand même une chose absolument incroyable. Ça donne beaucoup plus de valeur à la relation humaine, à la relation avec l'autre. Ça donne moins le respect de l'autre. J'ai appris tout ça. J'ai appris la tolérance. Et la tolérance est accepter de ne pas avoir toujours raison. J'ai appris le doute. Et c'est justement en apprenant le doute que j'ai appris à être juif. Parce que le judaïsme, c'est le doute. À partir du moment où vous n'avez pas de doute, ou du moment où vous avez des certitudes, la porte est ouverte au fanatisme. Et le judaïsme est justement à l'opposé de ça. Puisque quand vous lisez le Talmud, il n'y a jamais de conclusion. Il y a un avis, puis il y en a un autre, et puis démerde-toi dans le milieu, et c'est toi-même qui vas conclure si tant est que tu as besoin de donner une conclusion. Et cette épreuve du doute est justement une des définitions pour moi du judaïsme. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce qu'était l'humain. L'humain. Et j'ai appris que l'humain, que nous sommes tous les uns et les autres, l'humain a une place au sein de cette chaîne énorme que nous formons. Et chacun des maillons que nous avons est un maillon en or. Comment croyez-vous de quel métal étaient faits ces gens qui nous ont jeté du pain et qui, malgré qu'on tirait dedans, avec des mitraillettes, continuaient à nous jeter du pain? N'était-ce pas des maillons en or, ceux-là? J'ai appris tout ça. Vous voyez? Et c'est ce que j'essaye de dire aux enfants. On en revient à cette question de la rédemption possible, d'un monde qui soit... de ce monde rêvé, j'imagine, depuis les camps. Enfin, j'entends spatialement, quand on était, j'imagine, dans les camps. Mmh. De cet autre monde qui existe. Et par exemple, cette rédemption possible, elle est interrogée donc par ces suicides d'anciens déportés dont on parlait tout à l'heure. Oui, ceux qui se sont suicidés, pour moi, n'ont jamais quitté les camps. Il y a un moment où c'est insupportable. Il y a un moment où c'est plus possible. Prenez Primo Levi, il a parlé tout de suite, son bouquin. Si c'est un homme, il l'a édité en 47, je crois, ou 48, vraiment tout près. Il n'a pas vendu, d'ailleurs. Hein. Il a vendu 200 exemplaires. Il a sorti à compte d'auteur, personne n'en voulait. Parce que personne ne voulait entendre parler de cela. Il a fallu attendre les années 50 pour que ça devienne un best-seller. Et que ça soit vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Ces gens n'ont jamais quitté le camp. Primo n'a jamais quitté le camp. Primo, aussitôt qu'il est revenu en Italie, a tout de suite témoigné dans les écoles. L'exemplaire que j'ai chez moi de Si c'est un homme, il y a à la fin
un certain nombre de conférences qu'a fait Primo Levi dans les écoles tout de suite. Il s'en est pas sorti. Mais vous l'avez quitté, le camp, vous voulez dire ? Bien sûr. Bien sûr que je l'ai quitté. Complètement. J'ai vis-à-vis de Caen une distanciation qui me permet d'en parler, qui permet peut-être d'en tirer la quintessence, qui permet d'en tirer sur même la sublimation de la douleur, oui, sûrement. Oui, je l'ai quitté complètement. Il m'a fallu 40 années, bien sûr. 40 années. Mais le temps n'a rien à faire. Mais je l'ai quitté, bien sûr. Alors, ces 40 années qui ont quand même un écho très biblique, hein. Je dois dire, ces 40 années avant la terre promise. Je voudrais juste que vous me parliez, parce que vous me parliez du fait que vous n'aviez pas parlé à vos épouses, que vous n'aviez pas parlé à vos enfants. C'est quand même une solitude qu'on imagine de façon peu emphatique, atroce. C'est une grande solitude, non ? Pas du tout. Pas du tout, parce que je suis très extraverti, parce que je parlais beaucoup à mes enfants. J'ai avec mes enfants des relations fusionnelles intenses. Et je les adore, et je me suis rendu compte dans le film, justement, dans lequel ils sont interviewés, combien eux aussi, même, de façon fusionnelle. Je parlais de tout avec mes enfants, de tout. Mes meilleurs amis sont mes enfants, et curieusement, je suis devenu maintenant même l'enfant de mes enfants. Tellement ils me maternent, tellement ils me protègent. Donc les relations que j'ai avec eux sont absolument formidables. Bien sûr, mais... Ils ne sont pas du tout isolés. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je ne laissais entrer personne. C'était un domaine qui, je le jugeais comme tel, avec tort, car j'ai eu tort de faire cela, était un domaine personnel, qui était le domaine de ma vie, de là-bas, dans lequel je laissais entrer personne, et dans lequel je n'ai fait entrer aucun de mes enfants. Et j'ai eu tort. Je ne me suis pas rendu compte à l'époque que ma vie, c'était aussi la leur, que ce qui était arrivé à leur père était aussi, à la limite, leur propre histoire. Bien sûr, mais quand on est revenu, il n'y avait pas de psychologue. Nous n'avions rien de tout ça. Personne ne nous a dit qu'il fallait un jour parler, et parler aux gens qui nous entouraient et qui allaient nous entourer dans notre vie. Je suis arrivé à 18 ans, je n'avais rien de ça, du moins. Même si j'avais appris beaucoup de choses de la vie, beaucoup plus que plusieurs vies réunies n'auraient pu m'apporter, il y a un domaine que je ne savais pas, c'était celui-là. Mais ne pas pouvoir parler de ça, est-ce que, même si évidemment vous aviez par ailleurs une relation extrêmement proche de vos enfants et j'imagine bien entendu de vos épouses, Oui. Est-ce que ne pas parler de ça, c'était ne pas être quand même dans une forme de solitude ? Non, parce que moi-même, je n'en parlais que lorsque j'étais seul. Et je me repaissais alors, je ne sais pas si elle se dit comme ça, de tous ces moments que je revivais. J'avais besoin de ça. Je revivais tous ces instants-là, tout ce que j'avais connu, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais enduré. Et je ne les ai jamais occultés, mais j'ai voulu y faire entrer personne d'autre. Ce n'était pas du tout une solitude terrible. Vous savez, la solitude, la véritable solitude, c'est quand on ne manque à personne. Et là, j'étais tellement entouré que s'il y avait un domaine dans lequel je voulais être seul, qui était celui-ci, c'était de mon choix, de mon propos délibéré, que je ne voulais pas y faire entrer les autres, parce que je ne m'estimais pas avoir le droit de les impliquer dans ce domaine, dans ce problème. Car il y a eu des portées différents, vous savez. Il y a eu soit ceux qui, en retour, ont raconté plus qu'ils ne pouvaient tout ce qui s'était passé au risque d'abreuver leurs auditoires d'anecdotes les plus cruelles les unes des autres. Et ceux-là ne sont jamais sortis des camps. Ceux-là sont toujours dans le camp. Vis-à-vis de ceux-là, j'ose dire que le bourreau a gagné, car c'est inhumain que de vivre toujours ça. Et puis il y a eu d'autres gens qui, et je ne suis pas une exception à loin près, et il y a eu d'autres gens qui, comme moi, n'ont pas de propos délibérés, c'est pas aussi clair que ça,
Mais on sentit qu'il ne fallait pas parler pour se dégager de toutes ces infamies qu'on m'avait mis sur le dos. Et ne pas en parler, c'est aussi ne pas en parler à mes enfants, pour ne pas les impliquer dans cette affaire. Vous comprenez? Je ne voulais pas qu'eux se sentent impliqués. Et pourtant, depuis ce temps-là, je sais, bien sûr, et il m'arrive souvent de penser, lorsque j'évoque mes 4 enfants, qui pourtant sont nés bien après la guerre, puisque le premier est né en 52, et il m'arrive de penser qu'ils étaient avec moi à Auschwitz. Évidemment, symboliquement, ils y étaient. Puisque je leur ai donné tout ce que j'ai pu leur donner sans vouloir. Mes angoisses, car on ne peut pas sortir de là sans être angoissé, bien évidemment. Et puis, je leur ai donné des choses que je regrette maintenant de leur avoir données. Peut-être que je leur avais parlé, d'ailleurs. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu eux-mêmes besoin de se créer leur propre histoire. Parce que c'est quelque chose de central dans leur vie, votre déportation, vous pensez? C'est quelque chose d'important? Je ne sais pas si c'est très important. Mais je crois que ça a une importance, oui. De là à dire que c'est capital, je ne sais pas. Mais mes 4 enfants ont été interviewés dans le film, les enfants de Sam, puisque c'était autour d'eux, puisqu'ils ont décidé de faire ce film parce que j'ai rencontré un jour un réalisateur à qui j'ai dit pour moi, la génération de sacrifiés, c'est pas la mienne, mais c'est celle de mes enfants. Alors là-dessus, ça l'a interrogé, ça l'a interpellé, comme on dit maintenant. Et donc, il a creusé les choses, il a dit, je fais le film. Et on va l'appeler Les Enfants de Sam. Donc, mes 4 enfants ont été interviewés. Je me suis rendu compte que pour eux, c'est énorme. Énorme. Et néanmoins, entre eux, ils n'en parlent jamais. C'est une des choses qui m'a questionné lorsque j'ai vu le film pour la première fois, et qu'effectivement, ils le disent qu'entre eux, ils n'en parlent jamais. Donc c'est important quand même, puisqu'ils n'en parlent pas. Les choses dont on ne parle pas sont souvent les plus importantes, vous le savez bien, n'est-ce pas? Et je pense que si je leur avais parlé avant, peut-être qu'ils n'auraient pas fait même son propre cinéma. Ma fille est née lorsque je suis retourné à Auschwitz en 95, et la seule qui ne soit pas venue avec nous. J'ai voulu y aller seul, mon épouse a absolument voulu m'accompagner, et 3 de mes enfants ont insisté pour venir. Elle seule m'a dit, papa, moi je peux pas, c'est trop dur. Et je lui ai dit, t'as raison, viens pas. Et tu as totalement raison. Et elle l'explique pourquoi elle n'est pas venue. Parce qu'elle s'est fait son propre cinéma, elle a créé son propre film de cela, ce qui prouve que ça l'interpelle. Et ce film-là, il ne veut pas en sortir. Elle ne veut pas trouver une réalité peut-être plus dure ou moins dure que celle qu'elle s'est créée, vous comprenez? Et donc tout ça a ruminé, donc je crois que c'est important pour eux. Et puis c'est important aussi, maintenant, après ces 40 années passées, d'en parler. Mais qu'est-ce qui a provoqué le déclic, justement? Comment... le hasard, encore une fois, mais le hasard, vous savez que je n'y crois pas. Mais il y a eu 2 choses qui ont joué. La première, c'est une de mes amies qui est professeure d'histoire au lycée Lamartine à Paris. Maintenant, elle a pris sa retraite, mais elle l'était à l'époque. Et elle savait que j'avais été déporté régulièrement, elle me téléphonait et me disait, écoute, il faut absolument que tu viennes parler à mes enfants, à mes élèves de terminale. C'était à l'époque au programme de la terminale. Et moi, je disais, non, pas du tout, j'en parle pas à personne, c'est pour pouvoir en parler quand même. Et puis, alors, il s'est passé un truc marrant. Un matin, alors que je me rasais on se regarde dans la glace, vous savez, quand on se rase avec un savon et un mécanique comme ça, pour éviter de se couper la gueule, on se regarde, non? Et donc, je me regardais et j'ai vu d'un seul coup comme une espèce de mirage en face de moi, dans ce miroir, un être que je ne connaissais pas. J'ai vu un vieux bonhomme, un très vieux monsieur, avec des malles, des valises sous les yeux, avec la peau qui fout le camp partout, avec des rides plein de visage. J'ai vu un vieux monsieur qui se rasait comme moi, lui de la main gauche, moi de la main droite. Et ce vieux monsieur, c'était moi, bien sûr. Mais autant le temps n'a pas plus de valeur, et il n'a pas la même valeur pour tout le monde, autant les miroirs ne sont pas fidèles, mais ne projettent de nous qu'une image qu'on veut bien voir. Et pendant des années, je n'ai voulu voir dans ce miroir qu'un jeune de 35, 40 ans, 50 ans peut-être,
Et puis je me refusais sûrement de voir que ce jeune-là n'était plus jeune. Alors d'un seul coup, j'ai eu comme une espèce de retour sur moi-même. Et je me suis dit, mais c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Ton père, ta mère, ta petite sœur sont donc morts pour rien. Non pas qu'il faille donner une raison à leur mort, mais ils sont morts, malheureusement, dans des conditions atroces et de façon injuste. Essayons d'en tirer quelque chose pour les autres. Et je me suis traité de tous les noms et j'ai téléphoné à ma copine et je lui ai dit, je viens à ton lycée Lamartine. Mais comme j'avais la frousse de me faire bouffer par ces jeunes, j'ai demandé à un de mes copains, et lui qui était résistant, qui était déporté aussi, à Buchenwald d'Ora, de venir avec moi. Et nous sommes deux vieux bonhommes, il y a 20 ans, arrivés dans cette classe. Et il s'est passé une chose très touchante, parce que pendant 2 heures, on a parlé. Quand lui était fatigué, moi je prenais la parole. Quand moi j'étais fatigué, lui il parlait. Et ça s'est très bien passé. Au bout de 2 heures, on s'est regardés tous les deux, en se disant c'était formidable. On s'attendait à se faire bouffer, ils ont été adorables. C'est tout ce qui passait dans notre regard, sans qu'on ait besoin d'utiliser le verbe. Et puis, d'un seul coup, 2 jeunes se lèvent, ravissantes jeunes filles, une africaine et une autre européenne. Et toutes les 2 récitent un poème écrit par le professeur de français qui était là. Ce poème était mauvais, bon, j'en sais rien. Ce poème était très touchant, c'était l'Étoile jaune. Et elles se donnaient toutes les 2 la parole, un peu comme un contrepoint, ou un peu comme 2 instruments de musique au sein d'un orchestre symphonique se donnent parfois la parole. Et c'était extrêmement touchant, c'était tellement touchant que les 2 vieux, on s'est jetés dans les bras l'un de l'autre, lui qui était pourtant pas juif, et que donc l'Étoile jaune ne le touchait pas comme moi. Et on a pleuré, on a pleuré, comme vous pouvez imaginer devant tous ces enfants qui n'en pouvaient mais. Et puis, comme ça s'était pas trop mal passé, on a continué. Du moins, me concernant, lui parti en province. Et moi, j'ai continué. Et j'essaye de faire une chose. J'essaye de faire ce que Sartre a dit un jour, et qui est très importante, me semble-t-il. Il a dit, parlant d'anciens déportés, on ne te demande pas ce qu'on t'a fait, mais ce que tu as fait avec ce qu'on t'a fait. C'est fortiche, ça. Hein? Ce que tu as fait avec ce qu'on t'a fait. C'est-à-dire, tout ce qu'on m'a foutu sur le dos, d'infamie, d'horreur, tout ce que j'ai vu d'épouvantablement injuste, toute cette intolérance, toute cette violence, cette barbarie qui m'a accompagné durant toutes ces années, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, je n'en avais rien fait jusqu'à il y a 20 ans. Et depuis ces 20 ans, j'essaye de faire quelque chose avec. En fait, c'est comme si le témoignage donnait un sens à cette expérience? Bien sûr. Bien sûr. Donner un sens à l'expérience ne le justifiait pas, bien évidemment. Bien entendu. Bien sûr, c'est pas une question de justification. Non, bien entendu. Mais il s'est passé quelque chose. Nous avons été les témoins, les sujets, les objets. Et les victimes de ces quelque chose-là, nous sommes en devoir de communiquer à tous ces jeunes ce qu'est justement le respect de l'autre, ce qu'est la tolérance, ce qu'est le vivre ensemble, ce qu'est l'absence de racisme, d'antisémitisme, ce qu'est l'absence de race, puisque les races n'existent pas dans l'espèce humaine. C'est tout ça notre devoir. Donc finalement, en plus évidemment de la dimension historique de votre témoignage, de sa valeur historique, c'est sa valeur éthique finalement. Ça n'est que la valeur éthique. Nous ne sommes pas des historiens. Et ça, je demande à tous mes amis déportés, quand ils interviennent dans les classes, de se garder de vouloir être historiens. Nous ne pouvons pas être historiens. Nous sommes trop impliqués dans l'affaire. Un historien doit voir les événements avec le recul, doit avoir une distanciation par rapport à l'événement. Nous, on ne peut pas avoir une distanciation, c'est pas possible. Et cette absence de distanciation fait qu'on n'est ni historien ni sociologue. Alors donc c'est sa valeur éthique qui... Bien sûr. C'est la valeur éthique, c'est essayer de communiquer aux autres ce qui m'a permis de vivre, l'espérance. Ce qui m'a permis de vivre, c'est aussi l'amour de la vie. Un jour, un enfant m'a dit dans une école, « Monsieur,
c'est drôle, comment vous avez réussi à vivre? Je leur ai répondu comme ça, ex abrupto. Je lui ai dit, mais ce qui m'a permis de vivre, c'est la vie. Tout simplement. Et le fait de l'amour que j'ai de la vie. Et le grand respect que j'ai de la vie m'a permis de vivre. Et si je vis, c'est grâce à la vie. C'est un peu con comme ça de répondre comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est cet amour-là, c'est cette certitude que la vie est essentielle qui m'a permis de vivre. Récemment, j'ai eu l'occasion de faire une toute petite intervention devant le monument aux morts du Struthof. J'accompagnais alors des classes de 3e du collège Danton de Valois. Et le directeur qui était là m'a dit, Sam, dis un petit mot. Donc je suis monté et j'ai dit à tous ces enfants, ce soir, mes enfants, vous allez rire, vous allez vous amuser, vous allez faire en sorte que la vie que vous avez en vous soit plus forte que la mort que vous venez de côtoyer en visitant le Struthof. Arrêtez, ne soyez pas tristes ce soir. Vous avez le temps ensuite de ruminer tout le reste. Mais ce soir, que la vie prime, parce que la vie est toujours plus forte que la mort. C'est notre mission. Bien sûr. Mais nous, est-ce qu'on entend tout ce que vous voulez nous dire? Est-ce que vous pensez que nous qui sommes là en face de vous, alors là, c'est pas une classe d'élèves, mais est-ce que c'est pleinement satisfaisant? Est-ce que le témoignage, Si j'avais l'outrecuidance de penser que, ayant vu comme l'année dernière 5700 enfants, 5700 quand même, c'est pas rien, j'ai convaincu 5700 enfants, non. Bien sûr que non. Parce que derrière moi, ou devant moi, ou avec moi, il y a toute l'éducation, il y a les parents, il y a tout cela, n'est-ce pas? Mais je me dis, si tu en as convaincu que 10%, si dans une classe de 30 élèves, tu n'en as convaincu que 30, que 3 ou 4, si dans les 5700, j'en ai convaincu que 570, j'ai gagné mon salaire. C'est déjà pas mal. Parce que ceux-là feront des petits. Ceux-là feront des petits, ceux-là feront en sorte que tous ceux qu'ils côtoieront plus tard, leurs propres enfants par exemple, aient de la vie une éthique qui leur permette le respect de l'autre. Le respect de soi-même d'abord. Et puis ensuite le respect de l'autre. Bien sûr, 10% seulement. Je ne suis pas très exigeant. J'ai une dernière question, des dernières questions à vous poser, qui serait justement sur la difficulté finalement qu'il y a à témoigner, matériellement presque, de raconter son histoire, de la dire. Est-ce que quand on la raconte, qu'est-ce qui reste incandescent? Est-ce que tout est incandescent? Est-ce que c'est quelque chose qui me fascine, ça, justement? Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le témoignage. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que lorsque je suis dans une classe, puisque c'est de ça dont il s'agit, je dois témoigner en racontant par le menu la quotidienneté du camp? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça l'important. Oui, bien sûr que c'est toujours en filigrane. Moi, je procède toujours comme ça. Pendant 5 minutes, je leur raconte pourquoi je suis là. Étant prof, d'historien, de sociologue, pourquoi je suis là. Alors je leur raconte ce qui m'est arrivé à leur âge, puisque j'avais 16 ans. Et puis après, c'est fini. Et dans l'immense, immense majorité du temps, ils ne me posent plus du tout de questions concernant le camp. Mais ça va beaucoup plus loin. Ils me posent des questions comme, par exemple, quand je suis en philo, est-ce que le pardon, qu'est-ce que le pardon? Est-ce que vous avez connu le pardon? Est-ce que... etc. Et on discute pendant un quart d'heure sur le pardon. Est-ce que... où en êtes-vous avec Dieu, par exemple? Voilà une question que souvent ils me posent. Quand je suis dans les classes seconde ou première. Et on sort de ça. Alors, je crois que le témoignage de la Shoah auprès des enfants, puisque c'est ceux-là qui sont importants, parce que c'est ceux-là qui demain dirigeront le monde, n'est-ce pas? Nous, on ne sera plus là, vous si sûrement, mais moi pas. Donc c'est eux qui sont importants. C'est de leur montrer quelle est la valeur de la vie
et quelles sont au sein de cette vie les vraies valeurs. C'est ça le témoignage. Le cœur a dit que les victimes de la Shoah doivent témoigner pour toutes les victimes de tous les génocides de l'histoire. C'est vrai. Et il a même dit plus loin une chose que j'adore. Il a dit que le travail de mémoire n'était important que dans la mesure où ce travail se transformait en projet, c'est-à-dire en devenir. Ce qui est important, c'est pas ce qui fut. Ce qui est important, c'est que ce qui peut arriver, donc le devenir. Je suis là avec mon passé, certes, pour éclairer le futur. Et c'est ça le témoignage. Alors oui, parfois c'est dur, c'est vrai. Lorsque parfois j'ai quand même quelques questions plus particulièrement précises concernant quelques épisodes que j'ai vécu, quelques événements là-bas. Et c'est difficile parfois. Rien que maintenant, avec vous, 2 fois, je crois, j'ai perdu un peu mon contrôle. Ce qui témoignait bien du fait de ma douleur, quelque part, n'est-ce pas? Mais dans l'immense majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Et quand je sors d'une classe, je suis plus riche qu'avant. Non pas parce que j'ai un chèque, puisque j'y vais gratos, mais simplement parce que le regard, les questions, l'attention de ces enfants m'a beaucoup enrichi. Bien sûr, c'est ça le témoignage. Et souvent, les déportés se trompent. Ils se trompent. Lorsque ils témoignent, j'en ai entendu témoigner à Drancy plusieurs fois, et finalement, je n'interviens pas, je les laisse, chacun a son propre vécu. Mais ils ne parlent que de mort, ils ne parlent que de souffrance, ils ne parlent que de douleur, ils ne parlent que de choses insupportables. Le témoignage, c'est pas ça. Le témoignage doit transcender la douleur, doit aller au-delà de cette douleur-là. Le témoignage est fait pour que le monde tourne un petit peu plus rond. Nous ne servons qu'à ça. Et c'est pour cela que je pense que les témoins, les victimes et les rescapés ont une mission. Oui, ont une mission. Mais cette mission est la même pour tout le monde. La mission que j'ai et dont je me crois investi doit être effectivement d'aider les jeunes à y voir clair. Mais cette mission, ils l'ont aussi eux, de leur côté. C'est ça le passage de mémoire. Être passeur de mémoire, ça n'est pas simplement être passeur de l'événement. Les historiens sont là pour ça. C'est pas notre boulot. Être passeur de mémoire, c'est être passeur de l'éthique de l'événement. Ce qu'on doit en sortir, ce qu'on doit en tirer. Ce qu'a dit Sartre. Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'on t'a fait? Et c'est ce qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'on t'a fait qui est le véritable passage de mémoire, qui est le véritable travail de mémoire. Du moins, c'est comme ça que je le vis. Mais d'autres vivent autrement, n'est-ce pas? D'autres vivent ça de façon catastrophique, cataclysmique, et avec eux, les bourreaux ont gagné. Alors qu'avec moi, je crois pouvoir dire qu'ils ont perdu. Parce que si j'avais dû être chargé de haine, chargé de rancœur, chargé et surtout réclamant vengeance sans arrêt, en permanence, j'aurais été si loin de l'homme que j'essaye de devenir, que pour ça, les bourreaux auraient gagné. Or, c'est vrai que c'est très prétentieux de dire ce que je vais vous dire, là. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je crois qu'avec moi, ils ont perdu. Complètement. Car je suis sorti de leurs griffes.
Oui, on pourrait parler longtemps comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous surtout.